Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Et oui, c'est l'été, que voulez-vous, ce sont les vraies voix de l'été, il fait chaud un peu partout. Alors évidemment, on va revenir à l'essentiel aujourd'hui dans une heure avec les vraies voix. On sera en direct avec un médecin qui nous rappellera des choses qu'on a déjà entendues, à quoi faire attention, à qui faire attention pendant ces périodes de fortes vagues de chaleur, c'est le plus important et c'est pour ça qu'on le fera. Avant ça, je suis ravi de vous retrouver, sachez-le, jusqu'à 19h. Les vraies voix ne prennent pas de vacances et je vais vous présenter le casting de ce soir qui commence comme chaque soir par quelqu'un qui est au 0826 300 300 direction la capitale ce coup-ci. On retrouve Jacqueline. Bonsoir à vous Jacqueline. Oui, bonsoir. Soyez la bienvenue. Je ne suis pas à la capitale. Je ne suis pas dans la capitale. J'habite généralement là-bas, mais là, je suis en Bretagne. Mais vous avez bien fait. Et une chaleur très agréable. Pas de canicule. Il fait une chaleur très agréable, mais vous avez bien fait de choisir la Bretagne. C'est une belle région d'abord. Exactement. Ben, on est ravis que vous nous accompagniez en tout cas pendant ces 2 heures. Je vous présente nos autres vraies voix sur Sud Radio. Jean-Luc Benamias, en duplex du Sud, comme de juste. Bonsoir à vous, mon cher Jean-Luc. Bonsoir et en direct de la Drôme, 39 degrés. Voilà, 39 degrés. Écoutez, on fait un petit tour de France du Mercure ce soir. Je rappelle que vous êtes membre de la Ligue des droits de l'homme. Philippe Bouriaki est avec nous. Bonsoir à vous, Philippe. Bonsoir. Conseiller régional en Ile-de-France, co-porte-parole de l'écologie au centre. Bon, il fait chaud aussi en Ile-de-France. Hein, affirmatif, 32 degrés. Affirmatif, oui. Presque au garde à vous. C'est normal parce qu'il y a un officier en face de lui ou presque. Bruno Pomar, la vraie voix du soir aussi. Bonsoir à vous, Bruno. Bonsoir, Jean-Marie. Et bonsoir à notre ami Benamias, parce que... bonsoir Bruno. Salut à toi. J'ai 2 écolos là. Ouais, vous avez 2 écologistes. C'est un peu dur pour moi. Rien que pour vous, mais enfin bon. Ça va bien se passer, Bruno. Comme vous êtes un ancien du RAID, je pense que vous arriverez à venir à bout de ces 2 forcenés. Je rappelle que vous êtes le maire de Belleflou dans l'Aude. Tout à fait, petite commune de 125 habitants. Ouais. Et voilà. Il fait combien d'ailleurs là-bas en ce moment? Il fait très très chaud. Je reviens de Vernet-les-Bains, où je suis allé crapahuter à côté du Canigou, et il faisait 38-39 degrés. Voilà, 38-39. Ça tapait fort. C'est l'été, mais c'est vrai que ça tape fort. Et même si c'est une évidence qu'il fasse plus chaud en été, il y a des vagues très fortes comme celle-ci. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux plus fragiles, notamment les enfants en bas âge, comme les personnes âgées et celles qui sont à risque. On y reviendra évidemment. Je rappelle aussi, Bruno, que vous avez fondé Prox Red Aventure. C'est important. En un mot, c'est quoi? C'est une grosse association qui existe depuis 30 ans, donc toujours fidèle, apolitique, parce que beaucoup d'élus de gauche comme de droite nous soutiennent, où on fait beaucoup de rapprochements jeunes-police. C'est très très important, et encore plus maintenant, puisque c'est un sujet qu'on aborde beaucoup, et je pense que notre ami Benamias va l'aborder, parce qu'avec la Ligue des droits de l'homme, je sais que parfois ils ont des propos un peu durs vis-à-vis des forces de l'ordre. Évidemment, on y reviendra d'ailleurs, on va parler de tout ça aujourd'hui. Je vous donne déjà le programme de ces vraies voix. Le premier débat, on parlera entre autres de vous, justement Bruno Pomar. À 17h30, on va parler des maires, MAIRES, les maires de France. Les indemnités, vous voulez parler? Exactement, vos indemnités. Est-ce que les maires sont assez bien payés? Alors j'ai dit payés, je sais ils y tiennent. Est-ce qu'ils sont assez indemnisés? C'est pas un salaire, c'est une indemnité. Mais bon, la ministre, Madame Faure, a laissé entendre que certaines indemnités de certains maires pourraient augmenter. Tiens, qu'est-ce que c'est que le boulot de maire en quelque sorte? Ce sera le premier débat des vraies voix. On va parler rugby parce que Sud Radio est la radio de la Coupe du Monde de rugby. Qu'est-ce que vous pensez de ces 33, les amis? Est-ce que vous pensez que ce sont ces 33-là qui peuvent nous ramener enfin la première Coupe du Monde de l'histoire du 15 de France? Vous pouvez nous appeler, tiens, les fans de rugby, 0826 300 300. Mais tout de suite, on commence par les 3 mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu chaque soir, on vous les sélectionne. Alors on va parler du mot journal d'abord, puisque la tribune du dimanche pourrait devenir le nouveau concurrent, sorti de nulle part, du journal du dimanche nouvelle version. Deuxième mot qui est important, c'est le mot impunité. On en a peu parlé et pourtant, il y a 10 ans, jour pour jour, le régime de Damas utilisait des armes chimiques sur sa propre population à Ghouta. Bilan 1400 morts, aucun coupable n'a été ni jugé, ni même évidemment châtié. Et puis on termine par le mot Skyblog. C'est la fin pour une génération d'adolescents, de grands adolescents qui avaient leur petit Skyblog. Eh bien, ce sera terminé, mais ils seront archivés. On va en reparler, tiens, avec la nostalgie notamment de Philippe Bouriaki. Les vraies voix Sud Radio. Commençons par ce mot quand même, la tribune du dimanche. La France qui va se doter d'un nouveau journal papier, journal hebdomadaire du dimanche. La tribune du dimanche menée par Bruno Jeudi, ancien du journal du dimanche. Un objectif en tout cas qui serait poursuivi avec une nouvelle équipe de journalistes. Est-ce que vous croyez à l'arrivée et au succès d'un nouveau journal sur le marché? Tiens, Bruno Pomar. Alors moi je vais poser la question autrement, puisqu'on est en train de taper sur le JGD et Geoffroy Lejeune, de quel bord il va être ce nouveau journal?
Parce qu'on fait que de la politique avec les journaux maintenant. JDD, soi-disant, c'est d'extrême droite, et celui-ci, avec Bruno Jeudi, il va être quoi, à gauche? Plus au centre, plus à gauche, voilà, tout dépend à qui vous comparez, justement. C'est pathétique, ce moment-là, ouais, je trouve, oui, parce que je trouve que les choses doivent se faire comme elles sont. Les journaux, on sait que France Inter, c'est plutôt à gauche, bon, mais personne ne dit rien. Libération, c'est un peu à gauche, pourtant ça appartit à Drahi. Et en même temps, vous êtes sur Sud Radio, on est où? Regardez le plateau aujourd'hui, là, vous avez à peu près toutes les couleurs. Non, mais c'est pour ça, c'est trop d'écolo à votre goût, mais quand même. Ouais. Non, mais ça m'interpelle, la liberté des journaux, des journalistes même, de faire ce qu'ils veulent. Alors ce matin, on a tapé sur Carl Olive parce qu'il a fait un papier que Renaissance, Maillard a dit interdiction d'y aller. C'est pas la Stasi, je pense. Effectivement, mais tout le monde pourra parler aussi bien au JDD qu'à la tribune du dimanche. Ouais, mais on a fait pareil avec RT quand ça a été lancé au début. Ouais. Les députés ne devaient pas y aller. C'est vrai. Et mon ami Jean-Michel Fauvergue, d'ailleurs, a été un des premiers à aller parler à RT. Donc je trouve que c'est une vaste fumisterie, tout ça. On rappelle que la chaîne RT France a fini par être fermée de force, comme tous les relais d'ailleurs de la Russie quand même, dans l'Union européenne. Vous en pensez quoi? Tiens, la Ligue des droits de l'homme, ça dit quelque chose, Jean-Luc Benamias? Bon, j'en pense que la tribune, très bien. C'est encore des milliardaires qui vont diriger un nouveau journal, comme le JDD d'ailleurs. Là, c'est CMA, CGM. Bon, clairement, moi, je l'ai déjà dit sur Sud Radio lundi dernier, le JDD est passé entre les mains d'un rédacteur en chef d'extrême droite. Bon, c'est ainsi. Chacun ses choix. Je soutenais les journalistes qui ont fait grève. Eh bien, c'est très bien. Si la tribune ouvre un certain nombre de postes par rapport à un certain nombre de journalistes, ce sera très bien pour eux. Et Bruno Jeudi, de quel bord? Maintenant, le positionnement des journaux est quelque chose de très difficile, parce que dans ces cas-là, il faut aussi positionner. Je ne parle pas du JDD, parce que là, il est positionné, celui-là. Mais dans d'autres journaux, bon, par exemple, on dit que Libé est de gauche, mais tous les journalistes de Libé ne sont pas de gauche. On dit que le Figaro est de droite, tous les journalistes du Figaro ne sont pas de droite. Et au JDD, ils sont tous d'extrême droite. Non. Le JDD est d'extrême droite, mais ça, c'est autre chose. C'est toi qui le dis. Mais non, c'est le rédacteur en chef qui a été le directeur, ou le rédacteur en chef qui a été nommé, qui vient de Valeurs Actuelles. Si Valeurs Actuelles n'est pas d'extrême droite, je ne sais pas où est l'extrême droite. Donc voilà. Après, je suis pour la liberté de la presse. Il y a un nouveau journal qui va exister le dimanche, qui sera un complément de la tribune. Il existait déjà, mais pas en vente chez les marchands de journaux. Celui-là sera chez les marchands de journaux. Je vous dis, tant mieux pour la liberté de la presse et tant mieux pour les journalistes qui cherchent du boulot. Et après tout, ce sont les lecteurs qui jugeront, et ça se verra aux chiffres de diffusion. Exactement. On rappelle d'ailleurs que les premiers numéros du JDD Nouvelle Version sont plutôt bien vendus. Alors et c'est ce qui fait peur, je pense, à la gauche, à l'intelligentsia de gauche. C'est-à-dire que si le JDD se vend en beaucoup d'exemplaires, on va voir que ce pays, en quelque chose, est en train de s'incurver totalement vers la droite et l'extrême droite. Et je suis pas du tout branché politique, je suis totalement apolitique. Vous êtes maire? Oui, mais sans étiquette. Sans étiquette. Alors certains me disent que je suis de droite. Bon, je sais même plus ce que ça veut dire d'ailleurs tout ça. Mais ça m'étonne, les propos de notre ami Benamias m'inquiètent, parce qu'il dit d'un côté il parle des autres journaux sans affirmer de quel bord ils sont. Et puis là d'un coup il dit le JDD, Geoffroy Lejeune est un mec d'extrême droite. Un dernier mot, Jean-Luc, pour répondre. Vous assumez? J'assume ce que je dis. Je n'ai pas changé entre lundi dernier et aujourd'hui. J'ai pas changé d'avis. C'est clair. Voilà. Mais je vous le dis, ces journaux-là, dans le cadre de la démocratie française et de la liberté de la presse, ont le droit d'exister. Après, les gens ils l'achètent ou ils l'achètent pas. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir, et c'est ce qu'on a déjà commencé à voir. Continuons justement ces trois mots dans l'actu. C'est beaucoup plus tragique, effectivement, mais le mot impunité, il est important. Il y a 10 ans, jour pour jour, le régime syrien de Bachar el-Assad balançait des armes chimiques sur sa population à Ghouta. 1400 morts. On se rappelle les images de ces civils qui se traînaient comme des pauvres hères à l'hôpital. C'était absolument épouvantable. Personne, à ce stade, n'a jamais été jugé. Et surtout, ce régime est toujours en place. Jean-Luc Benamias? Rappelez-vous ce que disait François Hollande, président de la République à l'époque, et qui avait demandé à ce qu'on condamne totalement le dirigeant syrien et la politique syrienne. Et malheureusement, M. Obama, que j'aime bien par ailleurs, qui est un démocrate, avait refusé qu'on fasse un acte extrêmement fort par rapport au régime syrien. Voilà. Alors donc effectivement, et d'ailleurs on voit toujours en Syrie, la même personne qui dirige la Syrie est toujours là, elle dirige toujours la Syrie. Effectivement, et ça n'a pas changé en tout cas. Jean-Luc, il va croire que je lui en veux, Jean-Luc, ça fait un moment que je ne s'est pas vu. Il vous a manqué, ça se sent. Mais que fait la Ligue des droits de l'homme là-dedans?
Mais la Ligue des droits de l'homme défend les droits humains en France comme ailleurs et dans le monde. Oui, voilà. Et d'essayer de faire que les politiques publiques qui sont menées et en France et dans le monde soient des politiques publiques qui répondent aux droits humains. Ouais, mais vous êtes plus virulent, je trouve, sur la police en France que sur la... Non, mais si tu veux, Bruno, on en discutera parce que j'ai déjà... On va reparler de la police, aussi lundi dernier, on a déjà discuté. Ouais. Il y avait justement en direct avec nous un représentant du syndicat SGP, Force ouvrière, et en plus il était de Marseille. Donc voilà, je tiens des propos au nom d'un droit de l'homme modéré par rapport à cela. Il existe des problèmes dans la police nationale, on les a vus, on les voit encore. C'est autre chose, ce que je vous propose. Ce que je vous propose, c'est qu'on reparlera de la police française tout à l'heure. Ceci dit, il y a quand même une légère nuance, même si ça se passe loin de chez nous, entre 1400 personnes civiles qui sont gazées, exactement, et des éventuelles bavures, ou alors violences policières, ou alors violences dans le cadre d'opérations de police, dont on va reparler, tiens, justement, avec vous, Bruno Pomar, et vous, Jean-Luc Benamias. Mais tout de suite, d'abord, je parlais au grand adolescent qui est devant nous, parce qu'on va parler des skyblogs. C'est la fin des skyblogs, c'était toute une génération, je vous ai vu frémir. Vous en avez eu un, vous, ou pas? Bien sûr, j'en ai eu un. Et vous l'avez toujours? Non, je l'ai plus, parce qu'une fois que Facebook est arrivé, effectivement. Philippe Bourriaki, vous étiez passé de Skyblog à Facebook. Qu'est-ce que vous racontiez sur ce Skyblog? C'est important parce que ça a marqué toute une génération. C'était comme un journal intime, en fin de compte. Intime, mais partagé à tout le monde. Partagé à tout le monde, effectivement. Oui, c'était un journal ouvert, et donc on racontait nos exploits sportifs et du monde qui était en train qui était en mouvement. C'était une tribune politique, en vérité. Ouais. Et c'était, voilà, bon, ça me fait un pincement au cœur, même si, effectivement, je n'ai plus... ça fait un petit coup de vieux. Ouais, et puis tu dis... ça y est, on est quasiment has-been. C'est ça, exactement. Ça commence à sentir le sapin pour moi. Effectivement, on a tous. Moi, c'était Caramel, ma génération. À moi, on avait débarqué sur Caramel à cette époque-là, mais ça dit quelque chose aussi de l'évolution des réseaux sociaux, puisque si vous regardez aujourd'hui, ceux qui avaient notre âge à l'époque en ont 3, 4 des réseaux sociaux différents. Ce sera plutôt des vidéos, on écrivait des choses, parfois on postait des photos. Tout a changé. Tiens, c'est quoi votre consommation de réseaux sociaux à vous, Bruno Pomar? X. Ouais. C'est bizarre ce X. C'est Twitter. Ouais. Facebook. Et voilà. Skyblog, j'ai jamais accroché. J'ai jamais rien fait avec. Mais voilà, bon, j'y suis sans y être comme tout le monde, parce que je suis un peu dans les médias, donc voilà. Mais voilà, c'est une plaie en même temps quand on regarde ces réseaux sociaux. Tout ce que ça véhicule, et tout ce que ça véhicule comme haine avec les lâches sous pseudo qui toute la journée vous insultent ou vous disent des trucs de travers, mais qui n'ont pas le courage évidemment de s'annoncer. Je trouve que c'est bien et c'est dangereux à la fois, tous ces réseaux sociaux. Exactement, c'était quand même une belle aventure. 20 ans d'existence pour les skyblogs. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, d'histoires de haine, des querelles aussi qui sont racontées. C'est pour ça, c'est mignon, c'est pour ça qu'il fallait en dire un mot, même si on est sur Sud Radio. Allez, restez avec nous. Les vraies voix, Bruno Pomar, Jean-Luc Benamias et Philippe Bourriaki, 2 écolos, un policier du RAID. Ça, c'est un film, ça pourrait être un film hollywoodien. Ou alors en série Z, en tout cas. 2 écolos, un policier du RAID monte dans un bateau. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. D'abord, je vous rappelle notre premier débat de 17h30. Est-ce que nos maires MAIRES sont suffisamment bien payés? Vous votez, vous nous appelez 0826 300 300. Il y a encore un maire dans ce pays qui a été agressé il y a quelques heures. Il sera l'invité d'ailleurs demain du Grand Matin Sud Radio de Benjamin Glaise. On va en reparler. C'est quoi le métier de maire aujourd'hui et ça mérite quoi? Mais avant ça, le tour de table de l'actualité, direction Marseille. Tiens, on va parler police avec Bruno Pomar justement. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Avec Jacqueline au 0826 300 300 depuis la Bretagne où elle respire le grand air. Elle a bien raison. Il fait beaucoup plus, en tout cas il fait bien meilleur que dans les grandes métropoles. Vous avez raison Jacqueline, restez-y. Oui, bon, je peux y rester, j'en profite. Vous nous raconterez le paysage dans quelques instants, tiens pourquoi pas. Mais on est aussi avec Bruno Pomar, nos vraies voix, Philippe Bourriaki et Jean-Luc Benamias en duplex d'un endroit où il fait 39 degrés, figurez-vous. Effectivement, il fait chaud. Le tour de table de l'actualité, direction un endroit où il fait chaud, effectivement, mais pour de mauvaises raisons aussi. On part à Marseille avec Bruno Pomar. À quoi va servir cette fameuse compagnie CRS 8, ces CRS de choc qu'on envoie en renfort pour lutter contre le trafic de drogue, mais à titre provisoire? Alors, ces unités, il faut savoir qu'elles ont été mises en place après les violences urbaines qu'on a connues, même sur les grosses manifestations. Pourquoi elles ont été créées? D'abord, il faut savoir que la société a évolué en termes de violence, malheureusement, et qu'à un moment donné, il fallait répondre à cette violence. Je ne dis pas par la violence, mais par des unités formées, capables de réagir. Et Gérald Darmanin et le directeur général de la police nationale ont décidé de créer ces unités spéciales qui regroupent grosso modo 200 effectifs de policiers. La CRS 8, d'ailleurs, c'est la CRS
CRS qui assure la sécurité du raid à Bièvre, et où on a mis en place des techniques d'intervention qui permettaient de répondre aux montées en puissance des Black Blocs. Vous savez qu'au début des Black Blocs, on a mis en face, le préfet Lallemand avait mis en face des bacs, etc. Ça ne convenait pas, il y a eu des conneries de fait de la part des policiers. Du coup, le ministère de l'Intérieur a réagi, réformé, et on a mis en place ces fameuses équipes de CRS 8 qui sont une CRS de 200 fonctionnaires répartis par petits groupes très mobiles comme le sont les Black Blocs pour pouvoir taper sur ces groupes, pour pouvoir éclater ces groupes d'ultra-violents et répondre efficacement à ces problématiques. Sauf que là, vous parlez des Black Blocs, a priori à Marseille, c'est pas des Black Blocs qui viennent chercher. Ils sont également capables parce qu'ils peuvent se mouvoir très rapidement. Ils ne fonctionnent pas comme une compagnie CRS traditionnelle où vous avez 120 bonhommes qui sont alignés et qui progressent lorsqu'il y a une manif. Non, là, c'est des petits groupes capables d'aller très vite sur des points de deal et autres et de mener la vie dure aux dealers. Donc il y a un élément, effectivement. Alors les contres vont dire ça sert à rien parce que c'est de l'affichage, etc. Moi, je dis que ça sert à quelque chose. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça rassure nos compatriotes, ces gens qui vivent dans ces quartiers qui en ont marre. Et même si cette compagnie reste 1 mois ou 2 mois, il faut savoir d'abord qu'il y a des compagnies de CRS qui ont été fidélisées. Eh bien, c'est une bonne chose qu'elle soit présente pour harceler sans cesse ces réseaux sociaux. On peut mesurer J'imagine qu'il y aura une période où elle va rester, on va dire 1 mois, pourquoi pas. Ils vont finir par fidéliser, moi je pense. Exactement, mais à quoi on va pouvoir mesurer l'efficacité de cette venue ? C'est en nombre d'infractions constatées sur place, ce sera en nombre d'interpellations ? En 2 jours, ils ont fait 20 grosses interpellations dont on n'a pas réellement parlé dans les médias d'ailleurs. Donc ça c'est important. Mais surtout, il rassure encore une fois une population qui demande d'avoir du bleu. Alors refaire la police de proximité, on peut en parler, je sais que Jean-Luc va nous en parler, c'est sûr. Mais ça va finir par devenir personnel, c'est intéressant. Mais non, mais je comprends. On se connaît avec Bruno, c'est fini ça, malheureusement c'est fini. Et moi le premier, je le regrette. On a besoin d'une autre police malheureusement, qui est peut-être plus répressive parfois parce qu'on a des quartiers qui deviennent de plus en plus compliqués. Plus agiles en même temps. Mais nos policiers ne s'attaquent pas aux gens gentils, ils s'attaquent aux voyous. La réponse du Marseillais dans quelques instants, mais avant ça, Philippe Bouriaki, qui est sage comme une image justement. Des policiers de choc en quelque chose, ou en quelque sorte, en tout cas une task force de policiers envoyés sur un point chaud, c'est-à-dire Marseille, en pleine guerre des drogues absolument tragique. Toute action entraîne une réaction. Et donc il faut adapter la réaction face à l'action. L'action à Marseille est ultra violente. Moi j'ai une pensée pour toutes ces mères de famille, pour tous ces pères de famille, toutes ces familles qui voient leurs enfants tomber les uns après les autres. Et toujours le même type, des gens qui sont en situation de précarité, de difficulté, des abandonnés, des oubliés. Et je suis pas dans la victimisation parce que c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'à un moment donné, des sales types et souvent des politiques ont fait des deals avec des dealers pour leur dire on va vous foutre la paix, ramenez-nous nos voix, ramenez-nous vos brebis pour voter dans des primaires en interne, ou vous pouvez mettre le bulletin de vote ou aller tordre le cou à celles et ceux qui ne sont pas réveillés pour aller voter, parce que c'est une réalité. Alors, on va s'arrêter 2 minutes là-dessus, puisqu'on va reparler des maires dans un instant. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais il y a des hommes politiques en France, c'est ce que vous dites, et j'ai entendu personne démentir, on verra si est ce qu'on dit Jean-Luc. Vous dites qu'il y a des hommes politiques qui vont voir dans ce pays, des élus locaux qui vont voir des dealers ou des trafiquants qui leur disent ramenez-moi des voix. Bien sûr, ou des gens radicalisés pour leur dire je vous fous la paix, je vous donne ce que vous avez besoin pour pouvoir continuer à prospérer, mais en contrepartie, aidez-moi. Mais ça a toujours existé avec les associations. Depuis Gaston Defferre. Non, mais dans plein de communes, pas qu'à Marseille, avec des associations culturelles ou autres, ça a toujours existé, l'achat de voix en vérité. Et le seul problème, c'est qu'avec ces voyous-là, une fois que vous les laissez rentrer dans la bergerie, c'est fini. Ils y restent, ils s'y plantent et c'est chez eux. Et donc la réponse, et je me rappelle de Samia Ghali, où beaucoup de gens, y compris de gauche, l'avaient critiqué à l'époque quand on a dit mais envoyez les militaires, envoyez la Légion. Et ben aujourd'hui la task force de la police de la CRS 8 est la manière la plus démocratique de réponse à donner à ces voyous qui empoisonnent des gens qui aimeraient se sortir de cette misère et de cette souffrance. Qu'en pense Jean-Luc Benamias? Vous êtes Marseillais, je le rappelle. Oui, je suis Marseillais, mais j'ai pas mal de background politique. Avant d'être Marseillais, je suis Marseillais depuis 20 ans, je vivais en Seine-Saint-Denis. Et et Bruno Le Seur, on en a déjà discuté il y a quelques années, j'étais juste maire adjoint à la sécurité publique. Après des événements qui existaient déjà il y a 20 ans ou il y a 30 ans, en Seine-Saint-Denis comme ailleurs. Si la chose était simple et si la réponse était simple, on aurait trouvé des solutions. Encore une fois, je le dis, bien évidemment, il faut des forces de police et des forces de l'ordre. Je ne l'ai pas de côté, mais c'est un autre débat, enfin c'est un débat sur plus de proximité entre les populations et la police. Et bien évidemment, la CRS 8 ne peut pas jouer ce rôle. Elle est déjà venue à Marseille, tu le sais Bruno. Il y a 2 mois ou 3 mois, elle était déjà là pendant 15 jours, 3 semaines. Bon, est-ce que ça a réglé le problème ?
Le problème est d'une complexité absolue parce que la CRS 8, je vous donne un exemple. Elle va aller sur, je ne vais pas citer de nom de cité pour stigmatiser personne, une des cités de Marseille. Quand elle sera sur ces cités de Marseille, la centaine d'autres cités de Marseille ne verra pas la CRS 8. Donc le deal continuera et l'ensemble des actions de deal continueront. Si c'était extrêmement simple à régler, je le répète, ça se saurait. Alors qu'on protège les populations. Mais pas de simplisme, Philippe, pas de simplisme. Tu le sais très bien, tu vis en banlieue toi aussi, et tu es un élu de banlieue. Tu sais très bien que là aussi, je parle à un connaisseur comme Bruno est connaisseur par rapport à la sécurité. Clairement, on a besoin de revaloriser l'éducation, de revaloriser tout ce qui est formation citoyenne, formation républicaine dans ces quartiers. Et excuse-moi, ce que tu as dit tout à l'heure sur des élus, il existe quelques élus mafieux, d'accord, mais c'est très 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 loin d'être la majorité des élus. Bien sûr. On ne peut pas durer longtemps en tant qu'élu en passant des accords avec la mafia ou des mafias. Bien sûr que ça a existé dans un passé assez lointain à Marseille, assez lointain, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je connais bien Marseille. Je suis plus élu, mais je connais bien Marseille. J'ai été aussi maire adjoint et vice-président de la région à Marseille. Donc je connais bien le territoire. Je ne vois pas d'endroit à Marseille, que ce soit des élus de gauche qui dirigent un secteur, puisqu'on est par secteur à Marseille, c'est pas par arrondissement, c'est par secteur, ou des élus de droite qui dirigent un secteur, je ne vois pas aujourd'hui de gens qui seraient capables de passer des accords avec un système mafieux, quel qu'il soit. Attention à ce genre de choses. Oui, pardon, je me suis mal exprimé et tu as raison de me reprendre. Si tu t'es mal exprimé, non, mais tu as entièrement raison. C'est vrai que j'ai fait un raccourci parce que pour moi c'était une évidence et c'est vrai que à l'antenne, les auditeurs et les auditrices peuvent préciser prendre que partiellement. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a eu à un moment donné du temps. 10 ans, 15 ans, des gens qui ont passé des accords. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous faites rentrer ces gens-là dans la bergerie, ils n'en sortent plus. Et donc aujourd'hui, les Marseillais et d'autres villes de France, et j'ai un amour profond pour Marseille, parce que quand vous arrivez là-bas, elle vous adopte immédiatement, mais c'est incroyable, d'où que vous veniez, c'est extraordinaire. Mais une fois que ces gens-là se sont installés, ça il y a 10 ans, ils ont proliféré et ils sont mis en place. Et donc pour les bouger, maintenant, il faut aller au Karcher. En tout cas, bon courage à vous qui nous écoutez depuis Marseille, depuis les quartiers où c'est justement très compliqué et où on va envoyer notamment la CRS 8. Je rappelle que vous pouvez témoigner à tout moment au 0826 300 300. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de vos élus? Quels sont vos rapports avec vos élus locaux? Vous les croisez aussi? C'est pas facile dans ces quartiers-là non plus. Venez nous le dire, puisqu'on parle des maires dans un instant, justement. Est-ce que les maires MAIRES sont suffisamment bien payés? Ce sera notre premier débat à 17h30. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. La chaleur estivale qui apporte des débats agités. Nous sommes avec les 3 vraies voix du jour, les 4 vraies voix avec Jacqueline depuis la Bretagne au 0826 300 300. Philippe Bourriaki est avec nous, conseiller régional d'Île-de-France, co-porte-parole d'Écologie au Centre. Nous sommes avec Bruno Pomar, ancien du RAID et maire de Belleflou dans l'Aude. Combien d'habitants? 127. C'est important, justement, on va en parler tout de suite. 127 âmes. Et aux élus. Exactement. On va en parler. Nous sommes également avec Jean-Luc Benamias en duplex depuis sa Drôme où il fait très chaud, membre de la Ligue des droits de l'homme. Tout de suite, nous parlons des maires de France. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les maires MAIRES sont-ils suffisamment bien payés? Je sais, c'est un terme impropre. Normalement, on ne paye pas un maire, on l'indemnise. Il ne touche pas un salaire, mais une indemnité. Quoi qu'il en soit, la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité a évoqué une possible revalorisation des indemnités des maires de villes de plus de 3500 habitants. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On va en parler avec notamment notre invité qui nous rejoint. Bonjour à vous, Jean-François Vigier. Et bienvenue sur Sud Radio, membre du bureau de l'association des maires de France, maire de la ville de Bure-sur-Yvette. Bonjour à vous, est-ce que vous nous entendez? Alors je vois que vous bougez, mais on ne vous entend pas. Je vous entends parfaitement. Écoutez, ça aurait pu être un effet de la chaleur, tout simplement. Bon, d'abord j'aimerais qu'on fasse un petit peu de pédagogie pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est toujours difficile de se faire une idée. Je sais, la question est vulgaire. Je vais vous la poser comme ça, parce qu'il est important aussi de parler de manière simple. Ça paye combien un maire, justement? Combien gagne un maire aujourd'hui? Alors je la reformule de manière plus polie. À combien s'élève une indemnité de maire? Bonjour à tous d'abord, et je salue vos 3 invités sur le plateau que je connais,
Salut Jean-François. Alors, à Bure-sur-Yvette, Bure est une ville de juste un peu moins de 10 000 habitants. Et mon indemnité mensuelle avant impôt est de 1 600 € à peu près. Et en net, ça fait 1 200 € en bas de la feuille. Et c'est important qu'on le sache aujourd'hui, parce qu'on peut s'imaginer par moments des montants extrêmement faramineux. Bon, vous avez autre chose dans la vie quand même? Alors, j'ai plusieurs mandats en fait. Il se trouve que j'ai été cadre en collectivité locale, en département, dans des communes, collaborateur d'élu, directeur de cabinet, et il est sûr que je gagnais beaucoup plus qu'avant d'être élu. Mais j'ai d'autres mandats, conseiller régional, président de syndicat, qui me permettent d'avoir une indemnité globale qui soit acceptable et de vivre normalement de mes mandats. Mais il est sûr que l'indemnité de maire est bien entendu en deçà de ce qu'elle mériterait d'être, et d'ailleurs à toutes les strates d'habitants. Maintenant, le travail qu'a démarré le président de l'AMF, David Lisnard, en lien avec le ministère chargé des collectivités territoriales et Dominique Faure, la ministre, c'est par l'intermédiaire d'un grand sondage auprès des maires de connaître comment revaloriser cette fonction d'élu. Parce qu'on ne peut pas parler que de l'indemnité. Évidemment. Évidemment, l'indemnité, elle est importante. Mais il y a autour d'autres points qui sont extrêmement importants. La protection sociale, la retraite, la responsabilité, la formation. Il faut, je pense, élever le débat au rang de statut de l'élu. Quel statut veut-on donner à nos élus dans une république digne de ce nom, pour qu'ils puissent porter en responsabilité leurs projets, leurs actions devant leurs concitoyens. Et je crois que c'est aujourd'hui ce débat-là qui se pose à nous toutes et tous d'ailleurs, et qui se pose aussi aux Français. Parce que je crois que les Français aiment leur maire, ils aiment beaucoup leur maire. Et moi, il n'y a pas un jour où je regrette de m'être lancé dans cette aventure. J'adore ce que je fais, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on nous donne les moyens d'agir concrètement, et puis dans un environnement juridique, économique de plus en plus complexe. Alors, la parole dans un instant à un maire rural, c'est Bruno Pomar, puisque 126 habitants, je le rappelle, à Belleflou, dans l'Aude, ville dont vous êtes le premier magistrat. Avant ça, la parole quand même à Jacqueline, au 0826 300 300. Alors vous êtes en Bretagne, mais vous êtes de Paris, évidemment. Il y a une nuance entre, j'imagine, être la maire d'une ville de plusieurs millions d'âmes, c'est le cas d'Anne Hidalgo à Paris, et en même temps être le maire de Belleflou, pourquoi pas, avec 126 âmes. C'est pas forcément le même travail. En revanche, est-ce que vous pensez que ce soit nécessaire de revaloriser ou de mieux valoriser en tout cas la fonction de maire, Jacqueline? Ah, absolument. J'ai sous les yeux les indemnités. Pour moins de 500 habitants, c'est 245 €. De 500 à 999, c'est 1778. On ne peut pas vivre avec ça. Surtout lorsqu'on est disponible 24 heures sur 24. Et qu'on assume des responsabilités de différentes natures. Le maire, il peut conduire quelqu'un, une femme qui va accoucher dans une clinique qui est éloignée. Il peut faciliter des relations familiales. Il peut intervenir. Enfin, il fait tout. Et il est de plus en plus responsabilisé. Et il a de moins en moins d'autonomie financière. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment un gros problème. Donc pour vous, c'est un grand... Pour les maires des communes, des petites communes. J'ai entendu le maire de Lagny, enfin il y a quelques mois de cela, quand il y a eu cette augmentation d'électricité. Mais vraiment, il prenait très à cœur le problème, et je ne sais pas comment on l'a aidé pour que sa commune puisse fonctionner correctement. Et la commune de Lagny, comme tout le monde le sait, est une commune très pauvre et où il y a beaucoup de difficultés. Oui. Effectivement, et ça c'est important. Mais ce que je vous propose, ma chère Jacqueline, c'est qu'on écoute le témoignage. Tiens, vie ma vie de maire rurale notamment. Bruno Pomar, d'abord, la première question que je voudrais vous demander, au-delà de l'argent, est-ce que c'est un job à plein temps d'être maire de Belleflou? C'est quoi votre journée type? Est-ce que vous pouvez faire tout, effectivement, emmener une femme qui accouche, ou alors être disponible tout le temps? Non, à la différence de Jean-François Vichy, que je salue d'ailleurs, que je connais très très bien, il fait partie de ces 35 000 maires vraiment engagés. Ouais. Il ne passe pas de la pommade, mais c'est un bosseur parce qu'il a un beau parcours d'élu, de terrain, donc ça c'est important de le signaler.
Non, mais c'est vrai. Moi, non, j'ai pas les contraintes qu'il a, évidemment, avec 125 habitants. On est 11 élus pour 125 habitants. J'ai 3 adjoints, 7 conseillers municipaux. Et la preuve, c'est que je suis là ce soir avec vous. Ce matin, j'étais à RMC et voilà. Donc, je suis souvent ici. Le Tour de France. Ouais, je suis ici 7 jours par mois dans ma commune parce que j'ai pas de contraintes, j'ai pas d'école, j'ai juste de la voirie à gérer. Juste une chose importante, quand vous dites 11 élus pour 125 habitants, c'est presque un habitant sur 10 qui est au conseil municipal en quelque sorte. Mais ça aussi, à mon avis, il faudra revoir des choses. Bon, il y a des communes qui se regroupent maintenant, que Jean-François Vigier, je ne sais combien, une trentaine d'élus, je comprends. Mais moi, franchement, on serait 2 représentants à la limite de la commune. Ça pourrait suffire. Voilà, ça suffit. Bon, je ferme la parenthèse. Moi, je suis pas, et je crois que Jean-François Vigier a été modéré dans ses propos parce qu'il a dit, effectivement, revaloriser la fonction, soutenir l'élu dans tout ce qui est juridique, etc. Il n'a pas parlé nécessairement d'être plus payé. Enfin, c'est pas ce que j'ai compris en lui. Puisqu'il dit qu'il a des compléments à côté avec des présidences de syndicats, tout on peut imaginer, conseiller régional, et tant mieux, et c'est très bien. Mais je trouve que ça doit être avant tout un engagement citoyen. Moi, je le vois comme ça. Je n'ai pas fait ça pour dire, ah tiens, si je suis maire de Bellefou, je vais toucher, je pouvais toucher jusqu'à 1100 € et je prends le minimum, c'est-à-dire 300 € d'indemnité. C'est tout le minimum. Bon, j'ai pas fait ça pour ça. Non. Donc voilà. Et je pense pas que le fait d'augmenter les élus, parce qu'il y en a quand même 35 000 le maire, il y a 500 000 élus en France, ça va changer le fait que plus vont s'engager à devenir maire. Maire, il faut avoir la vocation, il faut avoir envie de le faire. Jean-François Vigier, il prend des coups dans la rue, il se fait insulter parfois sûrement, mais il est là et parce qu'il aime ça, parce qu'il est né là-dedans, quoi, tout simplement. Et je pense que la plupart des élus, c'est ça. Alors, petite parenthèse, parce que vous parliez de prendre des coups, c'est arrivé à un maire, tiens, le maire de Loumeau, c'est juste à côté de La Rochelle, en Charente-Maritime. Jean-Luc Alguet, il a été agressé samedi dernier, alors qu'il essayait d'empêcher j'ai bien dit des gens du voyage, de s'installer sur le stade municipal. Il s'est fait ceinturer et frapper à plusieurs reprises. Je précise ça parce qu'il sera demain l'invité à 8h40 de Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Mais c'est un métier de plus en plus compliqué malgré tout, du fait de l'agressivité de certains. Oui, moi sur les 125 habitants, j'en ai 2 qui me cassent les trucs. Souvent, après, leur maire est un ancien du RAID. Peut-être qu'ils y pensent à 2 fois avant d'y aller. Des fois, j'ai les paroles que pourrait pas avoir mon ami Jean-François Vigier parce que c'est un peu dur, mais on est dans des villages, donc ça va. Mais c'est vrai que ça pose des questions sur la sécurité des maires aussi. Et on l'a vu, il y a beaucoup de maires qui ont démissionné, qui ont été violentés, et ça, par contre, il faut les protéger. Là, il faut trouver des solutions avec l'AMF pour plus protéger encore nos. Ça fait partie de la revalorisation de la fonction. Vous en pensez quoi, tiens, Philippe Bouriaki? Je salue aussi Jean-François Vigier, que je connais et que j'apprécie énormément, et c'est vrai qu'il fait un travail remarquable. Alors certains pourraient dire Jean-François est cumulard. Non. Ah non. Parce que quand vous êtes maire et que vous êtes aussi à la métropole ou au territoire, ça c'est de fait, donc ça c'est la loi. Quand vous êtes maire et que vous êtes conseiller départemental ou conseiller régional, il y a des interactions qui concernent aussi votre collectivité et vous défendez le bout de gras sur votre territoire, et y compris votre ville, et ça c'est humain. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui a ce spectre large de vision et de compréhension de dossiers qui peuvent s'imbriquer. Petite parenthèse, on disait la même chose pour les députés qui étaient députés maires pendant longtemps. Ça a fini par être cassé justement par l'interdiction du cumul des mandats. On a eu tort ? Oui, je pense qu'on a eu tort. Parce que, en fin de compte, aujourd'hui, vous avez des députés qui peuvent voler n'importe où en France, on s'est compris, avec des ailes, et se retrouver comme moi dans ma circonscription, qui ne connaît pas du tout la circo, qui a été élu, alors qu'avant, vous avez des députés qui étaient ancrés localement. Et donc, quand ils allaient... Alors, effectivement, ils sont députés de la nation, mais soyons honnêtes. Ils étaient plus. Mais voilà. C'est vrai. Ceci dit, un député n'est pas censé être un élu local. C'est un député, effectivement, un député à Marseille est aussi député des Alpes. Il peut être élu local. Et c'est mieux qu'il soit élu local, parce que ça donne une certaine proximité, parce que quand vous êtes élu simplement national, il n'y a plus de connexion avec le peuple. Avant de revenir là-dessus, j'aimerais qu'on dise un mot quand même de la sécurité, parce que c'est un problème important. Les maires menacés, parfois pas respectés, insultés, on en a parlé à chaque fois, agressés. Et ça, c'est une réalité qui s'arrange pas, si j'ose dire. Mais qui s'aggrave de plus en plus. C'était M. Larcher qui disait que le maire, c'était celui qui était à portée de gifle, parce que c'est un élu de terrain et de contact direct. À chaque fois que vous avez un problème, le premier que vous allez voir, le premier élu que vous connaissez, c'est le maire de votre ville. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ces agressions et cette dégradation du climat ? On durcit la loi pour expliquer à celles et ceux qui auraient le malheur de dire je peux passer à l'acte, ça va leur coûter très très cher, et donc ça va en dissuader certains. Pas tous, bien évidemment. Et puis, celles et ceux qui sont menacés, il faut leur donner une protection policière. Il faut qu'on mette les moyens pour leur assurer leur mission de service public. Parce que c'est le premier délégataire de mission de service public, c'est le maire. Jean-Luc Benamias, c'est plus difficile d'être élu local aujourd'hui qu'il y a quelques années ?
crois pas. Moi, je pense que je ne veux pas rebondir sur ce qu'a dit Jean-François est très bien, ce qu'a dit Bruno est très clair aussi. Je veux dire, l'un des problèmes, il y en a quelques-uns, l'un des problèmes, c'est vraiment le statut de l'élu et la responsabilité de l'élu. Et je pense là beaucoup aux maires des villes et villages de moins de 3500 habitants, qui ont des responsabilités juridiques absolument importantes. Vous avez tous entendu comme moi cette histoire, il y a un terrain de sport, sur le terrain de sport il y a un panneau de basket, le panneau de basket tombe sur un enfant, l'enfant est blessé, qui est responsable? Le maire. À ce niveau-là, ça demande un débat, bien évidemment, par rapport à tout ça. Bien sûr qu'il est responsable, mais on ne peut pas rendre responsable légalement, totalement. C'est sur des histoires où le maire a une influence. Enfin, d'abord, financièrement, c'est très compliqué. Après, simple rappel, mais vous l'avez déjà fait avant moi. 35 000 communes en France. 25 000 communes de moins de 1000 habitants. Et Bruno en a parlé. À un moment donné, alors on est heureusement un certain nombre de mairies, de villages et de petites villes de moins de 1000 habitants ont réussi à fusionner. C'est pas facile de fusionner. Culturellement, c'est pas facile. Historiquement, c'est pas facile. Mais ça me paraît être indispensable. Après, je finis sur les histoires de cumul des mandats. Il n'y a pas besoin de cumul de mandats pour un député européen, même si être élu local à côté me paraît extrêmement important. Je l'ai été. J'ai été élu local et j'étais député européen, comme d'autres sont députés nationaux et élu local. Mais pour un certain nombre, et Jean-François l'a dit, le fait d'être à la fois maire de son village, maire de sa petite ville et conseiller départemental, ou conseiller régional, ou président de l'Interco, ou vice-président de l'Interco, est extrêmement important. Et c'est là où il y a besoin, sans doute, d'une légère revalorisation. Mais quand j'entends ce que propose Madame la Ministre, uniquement les maires de 3500 habitants, je finis là-dessus. Tu me diras ce que tu fais, Bruno, mais je connais beaucoup de maires de villages, notamment le village dans lequel je suis, le village de Bourdeau, 550 habitants dans la Drôme. Quand je discute avec le maire que je rencontre, le maire, il dit « Mais je ne prends même pas l'ensemble de mes émoluments possibles. » Bien sûr, moi, parce que c'est très compliqué à expliquer aux concitoyens. Donc tout ça demande un respect du statut, une augmentation du statut et une vraie discussion sur la répartition du nombre d'élus en France. Justement, Jean-François Vigier. Oui, moi, je voulais intervenir sur les différents points qui ont été abordés. D'abord, je pense que il faut, j'interviens suite à ce qu'a dit Jean-Luc, le cumul n'est pas un gros mot. Le cumul n'est pas une atteinte à la démocratie. Le cumul, c'est s'engager en politique, avoir différents mandats, travailler pour un territoire. Et moi, je m'enrichis en ayant une vision à la fois régionale et municipale, et ça sert aussi ma commune, évidemment, au final. Mais si je ne cumulais pas, j'aurais un travail à côté. C'est-à-dire que le temps que je ne passerai pas dans d'autres mandats, forcément, je le passerai dans une entreprise ou comme auto-entrepreneur, tout simplement parce qu'à côté de mon indemnité de maire, il faudrait quand même que je travaille et que je fasse nourrir ma famille. Bon. Ça ne peut pas être un métier à plein temps aussi, c'est ce que vous dites. On ne peut pas opposer l'action politique avec le fait qu'on ait plusieurs mandats. Après, sur l'interdiction du cumul entre députés et élus locaux, je pense qu'on a fait une énorme erreur politique. Et j'espère qu'on aura le courage de revenir là-dessus. Mais ça, c'est autre chose. Ça touche aussi aux institutions de la République et de la Constitution. Après, il y a la question de la sécurité dont on parlait. Lorsque le maire de Saint-Brévin a été attaqué, souvenez-vous, au printemps dernier, l'AMF est beaucoup intervenu, et son président et le bureau de l'Association des maires de France, pour dire que nous avons demandé des mesures précises. Les insultes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Au bout de 3 mois, l'affaire est classée. Il faut prolonger le délai d'instruction de cela. Sur les peines aux gens qui s'en prennent aux élus locaux. Nous sommes détenteurs d'une autorité publique, au même titre que les policiers et les gendarmes, là je parle sous le contrôle de Bruno, eh bien quelqu'un qui s'en prend à un maire, à un élu, doit avoir les mêmes peines que s'il se prenait à un gendarme, un pompier ou un policier. Il faut rapidement que la loi règle cette question, il faut de la dissuasion. Et on ne doit rien lâcher sur la sécurité des élus. Enfin, vous avez vu ce qui est arrivé au maire de l'Haÿ-les-Roses et à la maire de Pontoise pendant les émeutes de juillet. Ceci est inacceptable. On ne peut pas laisser notre République partir dans cette direction. Et puis au final, derrière l'indemnité, derrière la sécurité, derrière cette question du statut de l'élu, il y a une question de décentralisation. Enfin, qu'on sorte de cet État concentré
qui nous tombe dessus. C'est pas gagné, On croule sous le contrôle a priori, a posteriori. Il faut que l'État lâche prise. Il faut une véritable décentralisation dans ce pays. Et il faut que nous, élus, nous portions nos décisions en toute liberté et en toute responsabilité devant nos concitoyens. Et justement, ce sera le mot de la fin pour Bruno Pomar. Il vous faudrait plus de liberté ou alors plus de pouvoir ? Oui, à condition d'avoir les moyens de le traiter derrière, parce que moi, en tant que petit élu, j'ai pas les services administratifs Qu'est-ce que vous aimeriez faire si on vous en donnait les moyens que vous ne pouvez faire aujourd'hui ? Moi, j'ai vraiment pas de moyens. C'est le Si premier on voulait mandat, je donner- passais la tondeuse dans mon village. Donc c'est pour dire. Maintenant, j'ai la chance de me payer un jardinier. Non, mais c'est vrai. Je pense que pour certaines villes, il y a un besoin de décentraliser à tout prix et être beaucoup moins contrôlé. Quand on voit le nombre de papiers, parce que je reçois autant de papiers du préfet qui m'intime des ordres que Jean-François Vichy dans sa ville. C'est quand même hallucinant, quoi. On est sous un contrôle de l'État total et on parle toujours de décentralisation, mais on n'en voit pas le bout du nez, quoi. Allez, le dernier mot pour Jacqueline au 0826 300 300. Plus de pouvoir pour les maires ou pas ? Oui, alors écoutez, je vais revenir sur je crois que c'est Gérard Larcher qui a dit qu'un maire était à portée de gifle, c'est ça ? C'est ça. Bien sûr. Alors, dans tous les discours que j'entends là, je n'entends pas communication, j'entends répression en permanence. Or, moi, j'ai téléphoné à la caisse de retraite, j'ai téléphoné à la sécurité sociale, j'ai téléphoné à France Télécom, j'ai téléphoné à la SNCF, et qu'est-ce que j'ai ? Des répondeurs. Appuyez sur 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on finisse par craquer. Et qui est en face de ces gens qui craquent ? Le maire. Oui. Donc, remettons en place de la communication, et je pense que les choses s'arrangeront. On s'en prendra moins au sol qu'on peut croiser, quoi. C'est ça que vous dites. On a à disposition. Oui. J'ai expérimenté ça à un moment donné. J'étais responsable donc d'un centre de formation. Avant d'arriver chez nous, les gens, ils avaient fait 36 000 personnes. Ah oui, Quand ils arrivaient chez nous, que nous essayions de faire le mieux possible, de les accueillir dans les meilleures conditions, de leur donner la formation à laquelle ils avaient droit, à la meilleure, eh bien c'était nous qui écopions pour tout le reste. Mais justement, tiens, un mot, mais alors vraiment un mot, Jean-François Vigier. Qu'est-ce que vous demandent le plus vos administrés à Bure-sur-Yvette quand vous les croisez ? Ils demandent de la vie quotidienne, de la proximité, de l'écoute. Ils demandent de l'entretien du patrimoine municipal, de l'entretien de la voirie. Ils demandent de la réactivité sur le périscolaire, sur l'inscription des enfants, sur les places en crèche. C'est là que nous sommes au quotidien, et si je puis dire, présents à leur écoute. Et moi, c'est ce qui me passionne aussi, c'est de trouver des solutions. En fait, nous, on essaie de trouver des solutions à tous les problèmes. Voilà. C'est ce qu'on fait toute la journée. Et ne vous défoulez pas sur vos maires. C'est pas forcément leur faute s'il y a un nid de poule. C'est important de le rappeler quand même. Merci beaucoup, Jean-François Vigier, d'être intervenu ce soir. Je salue mes 3 camarades sur le plateau que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver. Eh ben, revenez sur Sud Radio. On est très bien sur Sud Radio. Parlons vrai. Je rappelle Jean-François Vigier que vous êtes maire de Bure-sur-Yvette. Merci à vous. Restez avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants. Bon, dans quelques minutes. Point santé. C'est important. Vous entendez l'alerte rouge sur plusieurs départements pour la canicule. À qui il faut faire le plus attention et comment on doit faire attention? On va en parler avec un médecin. Mais avant ça, tiens, on va réviser un petit peu. Petite question de culture générale dans un instant. À toutes nos vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Avec Philippe Bourriac et Bruno Pomar, Jean-Luc Benamias et Jacqueline au 0826 300 300. Ma chère Jacqueline, c'est l'heure de jouer. Je vais vous demander de piocher une de nos 3 vraies voix avec laquelle vous allez faire équipe contre les 2 autres. Alors, je vais dire Jean-Luc Benamias. Allez, Jacqueline et Jean-Luc Benamias. Et nous serons avec l'autre équipe dans ce cas-là, Philippe Bourriaki et Bruno Pomar. Première question. Ce sont des questions qui, en général, ont trait soit à l'actualité du jour, soit à la date du jour. Quel chanteur de nationalité suisse aurait eu 73 ans aujourd'hui s'il était toujours parmi nous et à qui nous devons notamment ce titre? La musique, c'est le vent et c'est l'orage en été. Qui l'a? C'est un simple bruit. Jacqueline, ça vous dit quelque chose? Jérôme. C'est Jérôme. Je n'ai pas le C'est droit. Jérôme. Non, c'est oui, suisse, de nationalité suisse. C'est pas le titre le plus connu, j'ai fait exprès, sinon c'est trop facile. Parce que si ça avait été Où sont les femmes, vous l'auriez trouvé?
Patrick Juvet. Voilà, c'est ça. Ah, j'adore. Allez quand même le saluer, Patrick Juvet. Effectivement, il aurait eu 73 ans aujourd'hui. Allez, ça fait un point pour l'équipe du studio. On va l'appeler comme ça. Je continue. Il faudra être rapide. Premier qui répond à le point. Bon, à mon avis, ça vous rappellera quelque chose parce que ça a été un tube. Mais alors, un tube, l'ancien adolescent que je suis peut vous le confirmer. Quelle chanteuse fête aujourd'hui ses 39 ans et a été rendue célèbre pour ce titre? Alizé. C'est plus la génération Philippe Bouriaki, effectivement. Lolita. Et Benamia Sidor ou quoi? Eh ben, Benamia Sidor, exactement. Non, il faut plus de temps en musique. Il est plus à CDC, je pense. Un peu de rock me ferait du bien ou de la pop me ferait du bien. Alizé, qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Elle a été rendue célèbre pour ce titre, évidemment. Succès en Europe, mais aussi en Afrique, en Asie. Figurez-vous qu'elle en a vendu 6 millions des disques. Ah oui, c'est considérable. Et aujourd'hui, elle se concentre sur sa carrière de danseuse. On lui souhaite une belle carrière de danseuse. Dernière question, parce que vous êtes sur Sud Radio, les amis. C'est la radio de la Coupe du Monde de rugby. Et puisque la liste des 33 joueurs retenus pour le 15 de France pour le mondial a été dévoilée, puisque nous sommes à 3 semaines de la Coupe du Monde, puisque Sud Radio est donc la radio de la Coupe du Monde de rugby, je vous pose cette dernière question de culture générale rugbystique. Même Jean-Luc a le droit de jouer. Comme vous le savez, le 15 de France n'a jamais été champion du monde. On espère que ça s'arrêtera cette année, cette série noire. En revanche, combien de fois on a été en finale? 5. Non. 7 fois. Non. Je prendrai le plus proche. 3. Qui a dit 3? Jacqueline. Eh ben c'est Jacqueline qui remporte le point, bravo. En 1987 pour la première finale, Nouvelle-Zélande-France, malheureusement 29-9 pour les Néo-Zélandais. 1999, Australie-France, malheureusement 35-12. Et 2011, c'est là qu'on est passé le plus près. C'était pourtant pas le plus beau 15 de France de l'histoire. C'était France-Nouvelle-Zélande, 7-8 à un petit point. Et en plus, on se fait voler, non? On est d'accord, Jean-Luc? Oui, on se fait voler, mais on vole les Gallois en demi-finale. Absolument, c'est ça, exactement. On n'était pas bon tout le mondial, sauf à la finale qu'on aurait mérité de gagner. Comme quoi, ça tient un peu de choses, tout ça. Bon, ben bravo à l'équipe du studio qui a gagné toute notre estime. Comme je le dis, il n'y a pas de prix à gagner, mais c'est déjà pas mal. Jacqueline, vous restez avec nous ou vous voulez profiter de la mer? Ah, je peux rester avec vous. Mais écoutez, si vous voulez, en tout cas, profitez-en. Il fait pas trop chaud chez vous? Ça va? Ah, pour moi, c'est parfait. Vous savez, c'est un petit paradis. Hein. Vous êtes dans quel coin, là, en Bretagne, en ce moment? Je suis au bout de la presqu'île de Ruisse, donc dans le Morbihan. Ouais. En face, Belle-Île, Watt et Dick. Ah ouais. Oui, vous nous vendez du rêve, là. Je ne peux pas vous envoyer de photos, mais ce serait vraiment avec plaisir. Mais c'est pour ça que je vous ai demandé de nous le décrire, ma chère Jacqueline. Allez, restez avec nous, justement, profitez de l'air frais. Restez tous avec nous. Plusieurs départements en alerte rouge pour la canicule demain. Alors, on va revenir au basique, hein, justement. À qui on doit faire attention? Qui est sensible à la chaleur? Quels sont les premiers symptômes à déceler? On va demander ça à un médecin juste après les infos de 18h. Et puis, notre deuxième débat, c'est est-ce que ces 33 joueurs retenus aujourd'hui peuvent enfin nous la ramener la Coupe du Monde? On va en parler sur Sud Radio avec les vraies voix. À tout à l'heure. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Allez, deuxième ligne droite, deuxième mi-temps en quelque sorte des vraies voix sur Sud Radio. Ça tombe bien parce qu'on va parler de rugby. Alors bien sûr, évidemment, une mi-temps rugby, c'est 40 minutes. Ce sera un petit peu plus long sur les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Je vous rappelle, je vous représente notre PAC, si j'ose dire. Tiens, Philippe Bouriaki qui est avec nous, conseiller régional d'Île-de-France, co-porte-parole d'écologie au centre. Nous sommes toujours avec Bruno Pomar, le maire de Belleflou, dans l'Aude, 126 âmes. Je le rappelle, c'est important pour qu'on le situe. Vous êtes aussi un ancien du RAID. Bon, ça va, ça se passe bien. Vous étiez enfermé. Vous aviez l'impression d'être encerclé par les écolos au début? Non, mais ça va. Je les connais un peu, donc c'est bien. À un moment donné, tu vois, ça passe. Ça passe. Je l'avais dit. On finit par s'habituer. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Ça va bien se passer. Ouais, non, ça va. Ça va bien se passer, comme aurait dit un ministre de l'Intérieur. Quoi qu'il en soit, c'est que justement cette phrase que je choisis et cette citation pour vous représenter Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, en duplex depuis la Drôme avec nous, et nous sommes avec Jacqueline depuis un endroit magnifique dans le golfe du Morbihan. Ça a l'air formidable, ma chère Jacqueline, là où vous êtes. Restez-y. Il pleut pas. Et il pleut pas. Mais évidemment qu'il pleut pas, Jacqueline. Splendide. Il fait un temps splendide. Exactement. Vous savez ce qu'on dit en Bretagne quand on est, oui. Allez, allez-y, bien sûr. Je peux le dire, c'est oui, bon, vous pouvez le dire. Les Bretons en ont marre. Ils disent qu'il pleut chez eux. Ils disent qu'il ne pleut que sur les cons. C'est ça qu'ils disent. J'ai de la famille bretonne. On me l'a dit assez souvent. Pourtant, c'est vrai. De toute manière, comme disait de Kersauzon, en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. C'est important aussi de le rappeler. Allez, regardons le verre de pluie à moitié plein. On va le regarder comme ça. Quoi qu'il en soit, tout de suite, on parle malgré tout des régions où il fait beaucoup, beaucoup plus chaud.
Les vraies voix Sud Radio. Notamment ces 4 départements qui seront, et c'est rare, c'est pour ça qu'on insiste dessus, en vigilance rouge, alerte à la canicule demain, notamment le Rhône, la Drôme, c'est chez vous Jean-Luc Benamias, l'Ardèche et la Haute-Loire. J'ajoute qu'il y a 49 départements en vigilance orange, il va faire autour de 40 degrés. Vous me direz c'est l'été, oui, mais c'est important et ça peut être dangereux. On en parle avec notre docteur, le docteur Daniel Simeka. Bonsoir à vous Daniel. Bonsoir à tous. Tiens, vous êtes où en ce moment Daniel Simeka ? Comment ? Où est-ce que vous êtes en ce moment, tiens ? Dans mon cabinet. Oui, ça j'imagine bien. Mais dans quelle région de France ? C'est ce que j'entendais. Je suis dans le Val-de-Marne. Bon, voilà, il fait assez chaud quand même. On est d'accord ? Il fait assez chaud, mais bon, ça va, c'est supportable. Bon, il y a beaucoup d'internautes et d'auditeurs qui nous demandent, et avec raison, mais oui, il fait chaud, mais c'est l'été, pourquoi vous en parlez ? Pourquoi c'est si exceptionnel ? Parce que dans certains cas, ça peut être dangereux, des vagues de chaleur comme celle-ci, et c'est pour ça qu'on prend le temps. D'abord, quels sont les dangers, et surtout pour qui ? Qui peut être à risque dans une période de canicule ? Je parle en termes sanitaires, Daniel Simeka. Il faut d'abord comprendre que quand on est exposé à une température trop importante, c'est un peu comme un effort physique que l'organisme est obligé de faire, mais sans pouvoir faire de pause. Vous savez, quand vous êtes à vélo dans une côte, vous pouvez toujours être fatigué et abandonner. Tandis que quand il fait chaud, on ne peut pas abandonner, l'effort il est permanent. Donc les enfants, les personnes âgées, les gens qui ont une insuffisance cardiaque ou des problèmes vasculaires d'une façon générale, les maladies rénales, la fragilité pulmonaire, en fait, toutes ces fragilités des grands organes nobles sont des éléments qui vont fragiliser les personnes parce que la température du corps va finir par augmenter. On n'arrive pas tout le temps à se refroidir. On transpire, c'est comme ça qu'on se refroidit. Mais quand il fait trop humide, eh bien, ça ne marche plus. Il faut bien évidemment s'hydrater au maximum. On le répète tout le temps. S'hydrater et s'alimenter. C'est important. L'eau dans un estomac vide, ça file très vite vers la vessie. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de consistant dans l'estomac. Il ne faut pas oublier de manger. Il ne faut pas prendre des choses lourdes, évidemment, mais il ne faut pas oublier de manger. Et il faut surtout surveiller ses proches, hein, les personnes fragiles. Quand on est moins fragile, on s'occupe de ceux qui le sont davantage. Ce qui vaut pour les enfants en bas âge comme pour les personnes âgées, c'est ça ? Absolument, absolument. Il y a des signes qui doivent alerter. L'augmentation de la température, ça peut donner des palpitations, ça peut donner des troubles respiratoires et puis surtout que parfois des troubles de conscience. Et quelqu'un qui commence à tenir des propos incohérents ou qui se plaint de vertige, qui a l'air saoul alors que, bon, ça n'est pas mérité. Il a bu de l'eau. Si je puis dire, il a bu de l'eau et qui a une sensation un peu de vertige, comme une démarche un peu ébrieuse, comme l'on dit. Un trouble de conscience, là quand même ça doit alerter et rappelons bien évidemment, on n'encombre pas les urgences, on appelle le 15. Et ça c'est important de le souligner. Il y a le numéro vert d'ailleurs aussi. Et vous avez raison de souligner le numéro vert. 0800 on va le reciter exactement. 0800 06, on va le retrouver dans un instant. Quoi qu'il en soit, Daniel Simeka, est-ce que les cas dont vous venez de me parler, qui sont des cas assez clairs, on peut arriver à tituber, avoir des palpitations, c'est quelque chose de fréquent sur une vague de chaleur ? Est-ce que vous avez souvent des patients à qui ça arrive souvent ? Alors, moi, dans le Val-de-Marne est un climat quand même relativement tempéré. Il nous arrive donc non, on le voit pas. Moi, je suis pas urgentiste, donc je le vois pas en temps réel. Les patients me racontent qu'ils ont eu des soucis, en quelque sorte, un peu a posteriori. C'est rare de le voir en direct. Les urgentistes, ils sont plus fréquemment, bien évidemment, confrontés, et donc ça constitue pour certaines personnes une véritable urgence. Alors, dernier conseil que vous pourriez donner à tous ceux qui pourraient être à risque et s'apprêtent à traverser cette journée de canicule demain, Daniel Simeka ? Écoutez, s'hydrater avec de l'eau. Je rappelle que l'alcool aggrave les choses. Quand il fait très chaud, le vin rosé, c'est bien tentant, mais c'est totalement contre-intuitif. Pas d'alcool, une alimentation conséquente, mais sans être lourde, et puis une hydratation, et puis tous les petits trucs pour pouvoir se rafraîchir, se refroidir. Éventuellement aussi investir les espaces naturellement climatisés, hein, les centres commerciaux, on peut aller planer, sans oublier les cinémas, etc.
Exactement, et vous parliez, Bruno Pomar, à l'instant de ce numéro vert, canicule infoservice, et bien justement c'est le 0800 06 66 66, 0800 06 66 66. On le rappelle, quand on s'inquiète, on appelle le 15, on n'encombre pas les urgences, ça c'est important aussi. Merci beaucoup Daniel Simeka, médecin généraliste. Bonne soirée à vous et puis bonne soirée à vos patients, puisque vous avez pris sur vous entre deux consultations pour intervenir sur Sud Radio comme vous le faites si souvent. Allez, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. Je vous rappelle que Sud Radio est la radio de la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que les 33 joueurs qu'on vous a présentés aujourd'hui, retenus pour la Coupe du Monde, peuvent vous la ramener cette Coupe du Monde? On va en parler, ce sera le coup de projecteur dans un quart d'heure à peu près avec les vraies voix. Mais avant ça, les infos qui retiennent l'attention de nos vraies voix. Tiens, la voiture électrique pour un écolo. On va en parler avec Philippe Bouriaki dans un instant sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Ces 33 joueurs en bleu peuvent-ils nous rapporter la Coupe du Monde dans un peu plus d'un mois? On va en parler avec nos vraies voix, Bruno Pomar, Philippe Bouriaki, Jean-Luc Benamias et Jacqueline depuis la Bretagne au 0826 300 300. Mais tout de suite le tour de table. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Pinot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu sur des sujets. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne le tour de table de l'actualité. Alors c'est un tour de table assez particulier que va vous proposer Philippe Bouriaki. Philippe Bouriaki, je vous le rappelle, est co-porte-parole d'Écologie au Centre. Et pourtant, il n'aime pas la voiture électrique. Pourquoi, Philippe ? Allô les fans du tout électrique, des vélos électriques, trottinettes, du chauffage et de la bagnole, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il n'y a pas qu'en hiver qu'on risque le blackout. Le blackout, c'est le fait qu'on n'ait plus d'électricité, je rappelle. Mais l'été aussi, l'activité des centrales nucléaires qui pompent l'eau des rivières pour leur refroidissement, avant de les rejeter plus chaudes dans les cours d'eau, est encadrée par des seuils d'échauffement. On est d'accord. Voilà, et donc le débit à ne pas dépasser. La centrale, pour préserver la faune et la flore, doit éviter éviter la prolifération des algues. Et on a limité la production de certaines centrales. On ne peut pas envoyer l'eau à plus de 30 degrés dans les fleuves. Et alors, je vais vous dire quel est le rapport avec le schmilblick, à savoir la voiture électrique. Tout simplement que si on n'a que des voitures électriques, il va falloir bien les produire d'électricité pour pouvoir les charger. Ouais. Et actuellement, même si vous couvrez la France à 100% de panneaux solaires, ça ne suffira pas, parce que les panneaux solaires, comme les éoliennes, c'est de l'énergie intermittente. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de soleil, ça ne fonctionne pas. Donc la nuit, l'hiver, lorsqu'il y a des nuages, lorsqu'il pleut, donc à peu près 6-7 mois dans l'année. Donc forcément, tous ceux qui nous vendent la bagnole électrique, et je ne parle pas du retraitement et comment on fait pour sortir le lithium, le cobalt, l'exploitation des femmes et des enfants. Dans les batteries. Voilà. Complètement, bien sûr, et le nickel. Donc par conséquent, vous êtes contre la voiture électrique? Ah mais moi je suis un fan de l'hydrogène, j'arrête pas de le dire, et on pourrait peut-être, et ça fera partie d'un autre tour de table, parler de la fusion nucléaire. Alors pourquoi pas? Mais alors ça fait beaucoup là, quand on n'a pas de centrale à fusion. Alors imaginez la voiture à fusion, ce serait compliqué. Mais ceci, vous avez raison. La fusion produit de l'énergie. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Mais ça, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter, notamment dans le programme ITER du côté de Cadarache, et c'est absolument fascinant. Ceci dit, le débat sur la voiture électrique, c'est pas la première fois qu'on l'a. Sud Radio aime la voiture, comme vous le savez, et c'est pour ça qu'on essaie de se poser la question. Tiens, il y a un autre écologiste autour de la table. Ça me tarde de l'entendre. Jean-Luc Benamias, voiture électrique, pour ou contre? Donc je suis ni pour ni contre. Je pense qu'on aura besoin d'une diversité de modes de transport. Donc dans la diversité des modes de transport, la voiture électrique aura un rôle important. Dans le mode de la production électrique, moi je veux bien qu'on parle de production hydrogène, de production due à la fusion, voire due à nos nombreux EPR que M. Macron veut de manière nombreuse construire. Enfin, on parle là de 2060, 2070, 2080. Hein. Donc les histoires de voitures électriques seront plus rapides. Donc diversification. Et après, pour en rajouter une couche sur le fait que on peut être écolo et responsable, si on fait les batteries électriques, il faudra donc que nous produisions le lithium sur notre territoire. Nous en avons. Alors pas forcément en Bretagne, merci beaucoup, mais nous avons d'anciennes mines où il existe du lithium, notamment en Auvergne, parce que sinon nous exportons ou nous importons des batteries ou de quoi faire les outils pour faire des batteries de l'extérieur. Donc, alors ça nous amène à une question. Voilà. Ça nous amène à une question que j'aimerais. Oui, allez-y. Tout ça demande une grande diversité et surtout. Il faudra penser à ce que on en parle beaucoup, mais on ne le fait pas,
la sobriété dans les dépenses énergétiques et c'est largement faisable dans le cadre notamment de construction nouvelle et de voitures qui consomment moins. Alors, il y a une question quand même que j'aimerais aborder avec vous, elle est importante. Jean-Luc Benamias et vous tous, vous dites on a du lithium en France, pourquoi ne pas en extraire ? Est-ce que vraiment les Français sont prêts à tolérer l'existence de mines de lithium, dans le Massif central, pas loin de chez eux, quand on voit déjà à quel point c'est compliqué de faire une simple bassine d'eau quelque part dans les Deux-Sèvres ? Jean-Luc Benamias, ça pollue des mines ? Oui, mais je pars du principe que ce qui pollue aussi, peut polluer en France, pollue aussi à l'extérieur. Oui. Pour l'instant, évidemment, dans la production de gaz à effet de serre, évidemment, la France a un résultat relativement honorable. Évidemment, on importe tout. On importe tout, notamment une grande partie de la Chine, mais pas uniquement de la Chine. Je crois qu'il faut prendre nos responsabilités. Cela dépend, je ne vais pas en faire un grand débat, mais ça dépend évidemment d'un processus réel dans le cadre de l'Union européenne, de décision collective de l'Union européenne. Il a raison. En ses responsabilités. Je suis d'accord avec Jean-Luc. Bruno Pomar. Mais j'ai plus de mots, quoi. Non, toi, tous les deux, Philippe et Jean-Luc, là, ils me sidèrent, les écolos. Là. C'est un truc de fou. Il y a dizaines d'années, on nous disait la bagnole électrique, ça va être merveilleux, on va faire des choses formidables avec les petits-enfants qui extraient le lithium comme des malades et qui sont payés 50 € par mois ou tous les ans. Enfin bref, non, moi ça me fait peur tout ça parce que, encore une fois, on va en revenir toujours aux centrales nucléaires qui sont quand même la base même de notre, entre guillemets, alimentation énergétique. En France, oui. En France, surtout, et même partout. Je crois que les Allemands ont repris les mines à charbon, le charbon. Oui, bon. Alors, mais Bruno, ne rentre pas dans un débat très compliqué parce que dans ces cas-là, je t'expliquerai qu'en 2050, les Allemands n'auront plus besoin de charbon. Oui, dans la période de transition entre l'arrêt du nucléaire et le mode de production avec les énergies renouvelables et avec la sobriété, mais les Allemands seront devant nous et ont 30 ans d'avance par rapport à la France. Oui, mais avec quoi en rajoutant des éoliennes partout Je viens d'Espagne il y a quelques jours, des champs d'éoliennes partout, c'est un désastre total. J'ai jamais vu ça. Désastre au sens paysager, vous dites ? Paysager, mais ça produit l'électricité, soi-disant que les écolos disent l'éolienne c'est parfait, ça produit l'électricité. On ne peut pas recycler les pales par-dessus le marché qu'on enterre. Et il y a quand même... Il y a plein de choses que je comprends plus là. J'ai pas de mots, il faut le dire. Juste un mot, Jean-Luc Benamias, et ensuite on présentera votre actualité, Jean-Luc. Et effectivement, on en parle souvent. Les énergies renouvelables ont mauvaise presse ces derniers temps. Il n'y a pas un jour sans qu'on écoute notre ami Gérard Klein, par exemple, sur les routes de l'été, entre 10h et midi sur Sud Radio, où il n'est pas un invité qui lui dit, tiens, en fait, je suis contre les éoliennes. C'est un fait qu'il y a une opposition aux éoliennes, par exemple, un peu partout en France. On n'est pas obligé de mettre des éoliennes sur des territoires ruraux en plein milieu environnemental sensible. Ouais. Par contre, je le répète régulièrement sur cette antenne et ailleurs, nous avons des centaines de friches industrielles. Nous avons des centaines de friches ou de lieux de centres commerciaux. Certains ont déjà commencé, d'ailleurs les plus malins ont commencé, où nous pouvons mettre de l'éolien, du solaire, à foison, avec une production extrêmement forte. Alors, je veux bien, moi je suis d'accord, d'abord la loi interdit les éoliennes trop près des différentes habitations, voilà. Après, on a le droit d'aimer ou pas les éoliennes. Je rappelle que la France a vécu, et l'Europe entière, et quasiment le monde, en tout cas surtout l'Europe, avec des moulins à vent, absolument partout dans le territoire. C'était un peu plus beau quand même, excusez-moi. Et que par ailleurs, je termine, ça ne gêne personne, les lignes à haute tension qui traverse l'ensemble de la France, exemple. Quel que soit le c'est beaucoup moins dégueulasse, excusez-moi. Pardon, attendez. Mais Jean-Luc, tu penses quoi de l'hydrogène ? La solution de l'hydrogène. On ne va pas se disperser éternellement. Mais attends, franchement, Jean-Luc, les lignes à haute tension, c'est pas comparable à ces éoliennes. Ça voit partout. Et tes fameuses friches, tes éoliennes, tu les mets pas sur les friches, tu les mets sur les endroits où il y a du vent. Je te jure, si tu mets des lignes à haute tension dans ton village, au-dessus des habitations, tu verras comment les habitants de ton village vont te dire « Ah non, pas de ligne à haute tension. » Ça produit des dégâts relativement importants par rapport aux gens, justement aux gens fragiles. Effectivement, personne ne se pose la question de l'esthétique des lignes à haute tension. Il faut quand même le reconnaître, c'est important. Et moi aussi, j'ai grandi à la campagne, mon cher ami. C'est vrai ? Et on les voit de loin. Oui, figurez-vous. Non mais attends, les éoliennes, quand tu les positionnes, Jean-Luc, tu les mets sur des endroits en hauteur où il y a du vent. Tu les mets pas dans une friche que tu trouves à la sortie de Paris, là. Ça dépend aussi sur les plateaux de la plaine de la Beauce, par exemple. Plan de campagne à Marseille, le plus grand centre de commerce qui existe en Europe. Je peux te dire, ça va. Et à Marseille, il y a du vent. Je veux bien que ce soit intermittent, mais quand il y a du vent, il n'y a pas de vent à Marseille, il y en a dans le nord.
Enfin bon, et il y a même du vent la nuit, hein, excusez-moi, ça existe. Hein, ah donc, oui, à ce niveau-là, oui. c'est pour la. Encore une fois, tout ça dépend d'une diversité des modes de production et de la sobriété. On a réussi à nous énerver, Jean-Luc Benamias, mais ça tombe bien. Non, pas énervé. Excusez-moi, je m'énerve pas du tout. C'est pas grave. Non, c'est mon style. Non, mais vous avez tout à fait raison, et de toute façon, on est là aussi pour débattre contre des moulins à vent, ça peut arriver. Justement, c'est notre côté Don Quichotte à tous. Terminons sur deux tables par votre actu, l'actualité que vous avez relevée dans l'actualité, Jean-Luc Benamias. Oui, c'est la une de certains journaux, notamment du journal du quotidien aujourd'hui, sur quel est l'avenir pour la NUPES et pour l'union des gauches et des écologistes. Alors, parce que c'est les journées d'été qui commencent des différentes formations, de LFI, des Verts, du PS et du PC, entre autres. Clairement, ce débat est important. Moi, je pense qu'il faut une gauche et des écologistes en capacité de gouverner, et notamment de gouverner le pays. Ça demande évidemment de l'union, mais ça demande aussi de la diversité. Et donc, le débat en ce moment de savoir si, aux élections européennes, élections très parallèles à d'autres élections que nous vivons en France sur le territoire français, eh bien, savoir si l'unité sera indispensable ou pas, me paraît être une très mauvaise polémique. Une mauvaise polémique, donc du coup, il n'y a pas besoin... Dans le sens où je pense que les Verts ont raison, le PS a raison, le PS a raison. Pas de liste unique. Il ne veut pas répondre. Non, la liste unique aux élections européennes, quand on connaît vraiment le Parlement européen, j'étais 2 fois parlementaire européen. C'est arrivé dans l'histoire. Les différents groupes, pour être présents, sont des groupes politiques sur des idéologies, d'un côté écolo, de l'autre social-démocrate, de l'autre la droite républicaine, de l'autre l'extrême droite, de l'autre l'extrême gauche. Il y a tout là-dedans. Et donc les gens se présentent et ils sont membres de groupes. Ça n'empêche pas que dans le cadre du Parlement européen, des majorités se fassent. Et donc je dis que la NUPES doit continuer à s'élargir et à développer l'union, mais sans faire des oukases générales. Je vois la polémique entre M. Mélenchon et M. Olivier Faure. Bon, c'est l'été, d'accord, mais non, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Arrêtez de vous battre à l'intérieur de la gauche. Tiens, vous êtes sans étiquette, vous, Bruno Promard. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, la NUPES ? Ah ben là, c'est l'échec total, quoi. C'est l'échec total. Il faut dire que qui c'est qui maîtrisait jusqu'à maintenant la NUPES, c'est Mélenchon avec LFI. Et il gérait tous les Olivier Faure qui avait peur de perdre son mandat, qui est vite venu à la NUPES. C'était la force dominante. Voilà, exactement. Bon, maintenant, la LFI sont également éclatés. On a un côté, un groupuscule Bompard, Léaumont, Bernalicis. Il y a plusieurs chapelles, quoi. Voilà. Et de l'autre côté, Corbière. Voilà. Et rien que ça fonctionne pas. Comment avoir une liste d'union aux européennes avec la NUPES ? Waouh, je rigole, je suis mort de rire. Mais il n'a pas répondu, Jean-Luc Benamias. C'est vrai. Ouais, il est passé par des raccourcis en même temps. Ouais, il est très fort. Ça peut lui arriver. Écoutez, c'est comme ça. Allez, restez avec nous. On va parler rugby. Tiens, on arrête les raccourcis, on va tout droit, on fonce devant jusqu'à la Coupe du Monde. C'est dans un instant. On a 4 vraies voix autour de la table et on a 33 joueurs qui vont partir à la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que ces 33-là peuvent nous la ramener, la Coupe du Monde ? Eh bien, justement, c'est la question qu'on va se poser dans le coup de projecteur des vraies voix dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio qui attendent vivement le mois de septembre, la rentrée et notamment la Coupe du Monde. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby avec nos vraies voix. Évidemment, nous sommes toujours avec Philippe Bouriaki, avec Bruno Pomard, avec Jean-Luc Benamias, avec Jacqueline au 0826 300 300. On va accueillir dans un instant notre invité, consultant Sud Radio, Éric Bonneval, parce que tout de suite, on parle de la Coupe du Monde. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Est-ce que cette nouvelle liste des 33 annoncée aujourd'hui par Fabien Galtier peut nous ramener la Coupe du Monde ? C'est ce qu'on va se demander notamment avec Éric Bonneval. Bonsoir à vous, Éric. Bonsoir à tous. Consultant Sud Radio, et Adrien Abadi qui nous rejoint dans le studio. Bonsoir à vous, Adrien. Bonsoir, comment ça va ? Écoutez, ça va très bien, on est ravis de vous voir justement parce qu'on va faire une revue d'effectifs aujourd'hui. C'était au journal télévisé de 13h, Fabien Galtier, sélectionneur du 15 de France, qui livre sa liste des 33 joueurs, j'allais dire des 23, qui vont défendre les couleurs tricolores en mondial. Est-ce que cette liste, Adrien, c'est le début de quelque chose de grand ? Et oui, dernière ligne droite avant ce mondial qui débutera le 8 septembre au Stade de France avec un match de gala face aux All Blacks, triple champion du monde. On connaît désormais les 33 guerriers qui tenteront d'aller soulever le trophée Webb Ellis et on sent que cette année, plus que jamais, les Français sont favoris. Alors justement, tiens, quels enseignements on peut tirer de cette liste ?
Avant tout, je pense qu'il est important de préciser que cette liste s'inscrit dans la continuité du projet que Fabien Galtier et son staff ont cherché à construire depuis 4 ans maintenant. Il n'y a donc pas vraiment de surprise. On retrouve dans cette liste les joueurs cadres, avec notamment la présence de nombreux joueurs du Stade Toulousain et du Stade Rochelais. À noter que Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde l'année dernière, sera capitaine de cette équipe au poste de demi de mêlée. Donc alors, quand on dit pas vraiment de surprise, est-ce que ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-unes? Alors des surprises, je ne sais pas, mais on peut relever la présence de Cyril Baille et Anthony Gelonche malgré leur état de forme incertain. Le pilier gauche du Stade Toulousain s'est blessé au mollet il y a une dizaine de jours face à l'Écosse. On avait évoqué pour lui une absence de 4 à 6 semaines qui pourrait entre autres le priver des premiers matchs. Anthony Gelonche, quant à lui, revient d'une longue convalescence. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en février, il n'a pas rejoué de match officiel depuis plus de 5 mois. C'est ça, et c'est une blessure très difficile, effectivement. Au-delà des blessés, et un dernier mot justement avec vous, Adrien, il semble qu'on a aussi la présence de 2 petits nouveaux, c'est important d'en parler. Oui, bien sûr, j'allais y venir, Jean-Marie. Ces 2 néophytes, ce sont Louis Biel-Biarré et Paul Boudéan. Ils n'avaient pas disputé la moindre rencontre avec l'équipe de France avant ces matchs test. Le premier nommé, auteur de belles prestations lors de cette préparation, est allé chercher à seulement 20 ans sa place à l'aile pour le mondial. Il est préféré à l'ailier du Loup, Ethan Dumortier, qui bénéficiait jusque-là d'un avantage dans la hiérarchie. Le 3e ligne Rochelais est quant à lui préféré à son coéquipier en club, Johan Tanga, et à Dylan Cretin, qui faisait partie des favoris à ce poste. Une belle récompense pour lui, seulement 23 ans. Ouais, bravo, 23 ans quand même. Vous y êtes quoi les amis à 23 ans quand même, c'est formidable. Tiens, dernière question, mais alors les yeux dans les yeux, Adrien Abadi, on lâche les notes. Je t'écoute. Bon, est-ce que les 33 peuvent nous la ramener ou pas? Honnêtement, on fait partie des favoris, malgré la... Ça, c'est une réponse de Normand. Ouais, il se mouille pas. Moi, j'y crois, franchement. J'y crois. C'est vrai que ces matchs de test nous ont pas forcément amené énormément de certitudes, mais on voit que l'équipe de France essaye de trouver des automatismes et de monter en puissance. Chez les bookmakers, on nous a dit qu'avec la blessure de Romain Ntamak, apparemment, on est un peu moins favori, mais moi j'y crois. Eh bien, on va voir justement. Merci beaucoup, Adrien Abadi. Eric Bonneval, consultant Sud Radio. Est-ce que ces 33-là peuvent nous la ramener ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça sera pas facile, ça sera compliqué, il faudra de la réussite, c'est une compétition à part. Mais c'est sûr que on peut difficilement mieux préparer une Coupe du Monde. Alors on a une équipe de France qui a emmagasiné de l'expérience. On a en plus des joueurs exceptionnels. On a des joueurs de niveau mondial. On a des mecs, ils pourraient jouer dans n'importe quelle équipe étrangère. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on est une équipe de très haut niveau. Et puis après, il faudra un peu de réussite. Il faudra pas avoir le mauvais carton jaune ou le truc qui peut faire. Ou la mauvaise blessure. Oui, bien sûr, je ne veux même pas en parler parce que les blessures, et toutes les équipes en Europe, malheureusement, ou pas. De ce niveau ou pas? Du niveau de Romain Ntamak, c'est vrai qu'on est tous fixés là-dessus. Bon, j'ai quelques souvenirs. 2007, par exemple, on part sans Sylvain Marconnet. C'était une perte importante, effectivement. Mais est-ce que celle-là, on peut s'en remettre? Eric Bonneval. Oui, alors, mais c'est plus psychologique que. C'est sûr que quand on voit les dernières prestations de Romain, le poids qu'il a pris dans l'équipe à Toulouse et en équipe de France, puisqu'il était. Faut pas oublier quand même qu'il y avait beaucoup de journalistes il y a 1 an et demi qui préféraient Jalibert, qui faisait tout pour que ce soit. Enfin, qui faisait tout. Disons qu'il y avait un certain lobbying autour de Jalibert parce que c'est vrai que c'est un pur attaquant. Et Romain, presque, il n'était pas assez bon. Bon, il avait réglé tout était réglé. Voilà, c'est une petite épine dans le pied de l'équipe de France. Oui, que Romain soit pas là, valait mieux l'avoir. Mais j'ai confiance dans les autres joueurs. Je veux dire, on a des joueurs, on a Jalibert qui est un très, très bon joueur. Il le prouve tous les week-ends sur le terrain. Astoy, il est champion d'Europe. On a que des mecs quand même qui côtoient et qui jouent au haut niveau. Et c'est ce qu'a construit aussi Fabien Galtier. Il a réussi à mener une équipe avec des mecs qui jouent, qui accumulent les sélections, qui accumulent l'expérience. Logique. Tiens, justement, la réponse,
On va échanger avec Bruno Pomar. J'ai 3 fans de rugby autour de moi en plus. Ouais. C'est Byzance aujourd'hui sur Sud Radio, mais c'est normal. Bruno Pomar. En plus, j'adore le rugby. Moi, comme j'étais lutteur, j'entraînais les joueurs de l'USAP. Avec la lutte, ça sert effectivement. Bref, Eric, une question quand même. Pour le match d'ouverture, on est en France évidemment, donc on est en position forte. Mais jouer les All Blacks en premier tour, c'est quand même chaud, non ? Oui. Bah, alors d'un côté, c'est un tout rêvé parce qu'on va lancer la Coupe du Monde, parce que franchement, en tant que joueur, il n'y a pas plus belle affiche. Ça démange. C'est ce qu'il y a de mieux. Bon, avec le problème, c'est que quand vous jouez les Blacks, voilà. Il va être dur le match. Quand on a une chance sur 2 de gagner, c'est qu'on est très bon. Ouais. Donc voilà, ça va. Mais vous savez quoi, ce match, moi, il m'inquiète pas plus que ça, parce que celui qui pour moi va être déterminant, c'est l'autre tableau. C'est par exemple l'Afrique du Sud et l'Irlande. Qui on va prendre? Voilà. Si on bat les Blacks, qui va être second? Eh oui, c'est chaud là aussi. Moi, c'est ça la vraie question. Et qu'il faut préférer d'ailleurs? L'Irlande. Vraiment? Ah oui. Mais oui. Mais les Irlandais, ils ne seront pas meilleurs que ceux qui avaient été au tournoi. Et ils nous ont battus? Oui, mais avec une équipe de France qui, dans son potentiel athlétique, était à 85%. Parce que nous, on a un top 14 qui est dur, parce qu'on joue tous les matchs, parce que les Irlandais, ils ne jouent que la Coupe d'Europe et le tournoi. Ils sont préparés physiquement pour ça. Donc, ils ont toujours un tas d'avance sur nous là-dessus. Quand on arrive dans les Coupes du Monde, tout le monde s'est remis à niveau. Et je pense que nous, on va avoir un très bon niveau physique, mieux que pendant le tournoi. Les Irlandais vont pas énormément gagner, et dans le jeu, je préfère parler des Irlandais, ils vous laisseront moins de traces physiques que les Sudaf. Parce que les Sudaf, on peut les battre, mais il va falloir quand même quelques jours pour récupérer. Il faut se sacrifier, il y a des nions, effectivement. Et il y a les demi après derrière. Jean-Luc Benamias. C'est l'année ou jamais. Jamais autant l'équipe de France de rugby depuis les... Je rappelle que les moins de 20 ans ont gagné 3 fois la Coupe du Monde des moins de 20 ans. D'affilée. Depuis en 4 ans. Qu'il y a un nombre de joueurs qui ont donc de l'expérience, alors qu'ils ont juste 21, 22, 23 ans, 24 ans. Je rappelle qu'Ntamak était un des premiers gagnants, la première fois qu'il y avait cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Voilà. Alors évidemment, en rugby, rien n'est fait. Il y a 5 ou 6 équipes. Ouais, allez, je suis large. 3-4 équipes. Nouvelle-Zélande. Ils nous craignent maintenant, la Nouvelle-Zélande, parce que quand même, on les a battus. Bon, l'Afrique du Sud, c'est toujours extrêmement compliqué. Je suis assez d'accord sur l'Irlande. L'Irlande, évidemment, quand ils jouent, ils ont 4 clubs en Irlande qui jouent les Coupes d'Europe, et puis ils jouent toujours ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils jouent très bien ensemble, parce que ils sont collectifs comme pas possible. Mais enfin, chez nous, avec le nombre de Toulousains, le nombre de Rochelais, on a aussi du collectif. Et puis, on a c'est ces 2 jeunes dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'ils étaient eux aussi avec ce qu'on appelle les U20, donc les moins de 20 ans. Je veux dire, on a du fond, on a du remplacement. Et c'est pour ça que, quand on parle des blessés, c'est terrible pour Ntamak. C'est relativement terrible pour Baye. Mais derrière, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a du fond. On a des remplaçants qui sont quasiment aussi bons, si ce n'est aussi bons. Donc, voilà. Bon, après, rien n'est jamais joué en sport. Mais clairement... je pense que les autres équipes, elles vont pas se poser des questions plus que jamais par rapport à l'équipe de France. Voilà. Alors le premier match, vaut mieux le gagner contre les Néo-Zélandais. Bien sûr. Mais ça ne signifiera pas tout. Non, ça signifiera pas tout. En revanche, j'aimerais revenir sur ce qu'avait dit la légende des All Blacks, autre consultant Sud Radio, Andrew Mertens. Je vous renvoie d'ailleurs sur sudradio.fr, son podcast génial au cœur des All Blacks. Il disait, la France avec du talent, ça a toujours existé. Peut-être pas autant, mais en tout cas, ça a toujours existé. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la France avec cette constance dans les résultats. Est-ce que vous confirmez, Eric Bonneval ? Oui. Ce n'est pas uniquement du French flair. On va caricaturer. Mais ce n'est pas uniquement des coups d'éclat. C'est pas uniquement on est capable d'avoir n'importe qui, mais on est capable aussi de perdre peut-être parfois. On a été des générations où on pouvait se laisser aller et être obligé de galérer après pour gagner un match. Là, franchement, on a une équipe qui est sûre de ses forces, même quand elle est dans la difficulté, même quand elle est pas bien, comme contre l'Écosse. Oui, c'est vrai. Ils répondent présent, il y a un vrai collectif, et puis il y a de très bons joueurs individuellement qui sont au service du collectif. Il y a des profils à tous les niveaux, il y a des jeunes qui poussent, il y a des anciens, si on peut dire, qui ont 4 ans de sélection qui sont au sommet. Tout est en harmonie. Alors après, il y aura une pression supplémentaire, c'est qu'on est en France. Oui.
Je sais pas ça, je sais pas comment ils vont le vivre. Ça, moi je sais ce que c'est quand on est à l'extérieur, mais une Coupe du Monde à la maison. On a vu il y a quelques années les Anglais s'effondraient chez eux, alors qu'ils avaient. On l'a vécu nous-mêmes en 2007. Faut y revenir. Il n'y a pas si longtemps, ça avait été un cauchemar. Match d'ouverture perdu contre l'Argentine, dernier match perdu. Oui, mais encore. Oui, non, c'est vrai. Oui, j'avais un peu zappé Personne ne sait où est Gergovie, évidemment, mais c'est normal. Quoi qu'il en soit. Bon, on va voir comment ça se passe. C'était pas la même équipe, c'était pas le même 15 de France. On a vraiment, on a l'impression de l'extérieur, et puis même. Connaître certains joueurs, il y a des certitudes dans ce qu'ils font et dans leur qualité. Et voilà, ils vont être. Nous, on peut avoir peur de certaines équipes, mais croyez-moi, les équipes qui vont jouer la France ne sont pas rassurées. Oui, c'est clair. Exactement. On a un buteur, hein. On a 2 buteurs. Oui, on n'a pas franchement de points faibles. Franchement, on est. Tiens, les Auvergnats qui nous écoutent vont peut-être m'en vouloir. J'ai dit personne ne sait où se trouve Gergovie. Non, personne ne sait où se trouve Alésia. Pardonnez-moi, c'était une référence à Astérix. C'est un lapsus que j'ai fait. Pardon les Normands, pardon les Auvergnats. Pardon. Philippe Bouriaki. Bon, moi j'ai un gros coup de cœur pour le RCT. Je crois que tout le monde est au courant et donc je trouve qu'il n'y a pas assez de Toulonnais dans cette équipe. Donc Monsieur Galtier, qu'est-ce que vous faites? Dites donc. C'était pas la meilleure période. Non, je sais bien, mais justement, c'est dans l'adversité et la difficulté que les Toulonnais sont les plus forts. Non, mais c'est-à-dire que quand Toulon a dominé, il n'y avait pas un Français dedans. Ouais. C'est ça. Je taquine. Non, mais c'est vrai, c'était une bonne remarque. Évidemment, c'est une bonne équipe. Je pouvais pas dire l'inverse, sinon mes amis. Ça aurait été dommage. Vous auriez des problèmes dans la rade. Adrien Badi, vous disiez qu'on avait baissé un petit peu dans le cœur des bookmakers. Aujourd'hui, qui sont les favoris? On parle souvent de nous, on parle pas des autres. Les favoris, il y a les Français bien évidemment, il y a aussi les Irlandais, on en a beaucoup parlé. L'Afrique du Sud évidemment, on l'a dit et on est revenu dessus. En effet, moi je préférais aussi prendre les Irlandais que les Sud-Africains, notamment sur le physique, parce que ça fait mal l'Afrique du Sud. Vraiment, on ressort de ces matchs abîmés à chaque fois. Et c'est vrai que pour la suite de la compétition, si on ressort de ce match avec 4 joueurs pétés, c'est plus compliqué derrière. Ouais. Et les Néo-Zélandais. Je pense que pour moi, c'est les 4 favoris aujourd'hui. Je ne vois pas qui on pourrait mettre en plus à ce niveau-là. Les Anglais, ils sont moins bons dernièrement. Le Pays de Galles, on a vu aussi que c'était beaucoup plus compliqué. Pour moi, c'est les 4 favoris. Sans parler de l'Australie aussi, qui est peut-être un petit peu en retrait. L'Australie, c'est pareil, c'est très compliqué. Eric Bonneval. Et l'Argentine aussi. Mais alors après, c'est vrai qu'il y a un tableau qui c'est un peu, on va pas dire déséquilibré, mais c'est vrai qu'il y a le tableau. Les quarts de finale côté Angleterre, Australie, Argentine est moins costaud que ce qu'il peut y avoir, parce que de notre côté, on peut avoir un France-Irlande en quart et je crois... C'est presque du gâchis, non? Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Hein. Oui, mais c'est du gâchis, non? Et donc, les demi-finales, dans quel état vous êtes après? C'est ça. C'est du gâchis. C'est le tirage au sort. C'est une compétition. C'est la Coupe du Monde. Ceci, je ne voudrais pas rappeler un mauvais souvenir de quelques semaines. Seulement, si vous regardez le tableau de la dernière Coupe du Monde de football, il y avait aussi un côté où la France était beaucoup plus facile. On a eu la Pologne, on a eu le Maroc. Total respect à ces deux équipes, mais c'était pas tout à fait la même chose que dans le tableau d'en face. Qui vous craignez le plus? Pareil, les Sud-Africains? Eric Bonneval? Oui. Ouais, parce que j'ai en mémoire le match de Marseille, donc où j'avais été surpris. Leur jeu, ils essayent de le faire évoluer. Ils essayent d'aller vers un jeu avec un peu plus de passes, plus de mouvement. Ils ont un petit problème au niveau des 10 quand même, puisque Poulard est blessé. Ils ont besoin d'un 10 défenseur. Ils ont besoin d'un gros jeu au pied. Ils ont quand même des trucs assez stéréotypés. Là, ils se lancent sur du jeu des fois un peu débridé. Bon, on va voir s'ils vont être capables de le maintenir pendant plusieurs matchs. C'est ça. Mais ils peuvent se faire surprendre. Enfin, Colesi qui revient après blessure, ils sont un peu moins dominateurs peut-être, mais on sait que ça va piquer quoi. Quand on sait comment il laissait des plumes, on sait que le lundi, mardi, mercredi, c'est les plumes. Quand on est un coq, c'est normal. Ce qui est tout à fait logique. Faisons un point sur les autres équipes parce qu'on n'en parle pas, c'est presque un brin méprisant, mais c'est logique aussi. Il y a toujours un monde d'écart entre certaines équipes et d'autres à la Coupe du Monde. Parlons quand même de l'Italie. Est-ce qu'elle est vraiment, au niveau d'une dernière équipe de l'hémisphère nord? Personnellement, oui, je pense que c'est une équipe qui a progressé. Oui. Ils ont quelques belles individualités. Ils ont
ils n'ont pas encore les résultats qu'ils escomptent, peut-être même au tournoi, avec des victoires qui les propulseraient. Mais ils font des bonnes parties, des belles parties. Tout à fait. Le seul problème, c'est que là, ils vont tomber. Bon, ils sont dans la poule des Blacks et de l'équipe de France. Justement. Deux équipes qui visent le titre. La finale, le titre suprême. Alors, avec tout le respect que j'ai pour l'Italie, on ne peut pas avoir peur de l'Italie si on veut être champion du monde. On va s'en méfier, on va être appliqué, mais dans les conditions où on sera, ça sera le dernier match des poules avant d'attaquer les phases finales. Je peux imaginer qu'on va commencer à lâcher les chevaux de partout, au moins pendant une mi-temps, et puis après on gérera si... Autre mot sur les autres équipes, les deux autres équipes de ce groupe, la Namibie, l'Uruguay. Est-ce qu'ils peuvent espérer gagner plus que les points qu'ils remporteraient l'un contre l'autre? Non, non. Non, franchement, il ne peut pas y avoir de surprise. Avec l'Italie, si l'Italie sort d'un match difficile, 5 jours après, qu'elle doit enchaîner et qu'elle est surprise, mais même, non, je ne pense pas. Je pense que voilà, c'est France, All Black ou All Black France, et puis derrière l'Italie, et puis... Je vous propose que maintenant, au vu de cette liste des 33, je vous demande à tous un pronostic pour le premier match du mondial, vendredi 8 septembre. Waouh, c'est déjà demain, les amis. Ce sera sur Sud Radio, évidemment, la radio de la Coupe du Monde de rugby. France-Nouvelle-Zélande. Tiens, pronostic, Eric Bonneval. Moi, je vais mettre un petit 28-22 pour la France. 28-22, c'est serré quand même. Hein. Ah oui, ça sera serré. Bruno Pomar. 20-18. 20-18. Voilà. Adrien Abadi. Moi, je vais mettre victoire de la France aussi et match très serré 23-20. 23-20. Jean-Luc Benamias. 31-21 pour la France. 31-21, c'est assez large. Et vous? Alors moi j'étais plutôt à 19-15 pour la France. 19-15, ouais, voilà. Mais personne ne nous voit perdre le premier match en tout cas. Impossible. On est patriote. On n'est pas trop chauvin. Eric Bonneval. On est sur Sud Radio, hein, Jean-Marie. Évidemment. Eric Bonneval, ça pourrait arriver aussi. Est-ce que ce serait forcément une mauvaise chose? Mauvaise chose, si on est champion du monde derrière, non. Non, c'est ça, exactement. Si vous perdez, que vous prenez un carton rouge, un blessé, alors après il y aura les deux matchs plus faciles pour se remettre dans le coup. C'est un peu l'avantage qu'on a, c'est que même si on a une désillusion contre les Blacks, derrière, on a 2 matchs pour se reconstruire et puis de se relancer contre l'Italie. C'est ça, exactement. À part moi, s'il y a des gros blessés ou des cartons rouges, moi, c'est ce qui me fait peur dans le rugby actuel. Toujours. Les grosses fautes arrivent souvent par fatigue, par maladresse, par erreur, plus que par méchanceté, comme on a pu bien sûr. des fois dans le rugby. Et c'est ce que je crains. Excuse-moi. Ils ont quand même, me semble-t-il, tu me dis, tu es plus pro que moi, et à tout point de vue. Allez-y, Jean-Luc. Ils ont quand même fait beaucoup de progrès par rapport à la discipline. Énormément, et même dans les attitudes, parce que je vois des mecs maintenant qui vont pas plaquer pour plaquer. Il y a trop de joueurs il y a un partenaire qui est en train de plaquer, ils arrivent en travers, ils vont dégommer les deux à la fois. Ils se jettent l'épaule en avant. Et c'est là où vous prenez votre partenaire, vous lui faites mal, vous prenez l'autre qui est en train de se baisser à la tête, c'est vous qui êtes... En ordre de marche, discipliné. Je trouve qu'on a beaucoup de lucidité dans ce qu'on fait. Eh bien, le ciel vous entende. En tout cas, ce sera le mot de la fin, justement. Merci beaucoup, Eric Bonneval. Par pitié, ramenez-la nous. On va vivre, de toute façon, cette Coupe du Monde de rugby sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Avec vous, Eric Bonneval, évidemment, je le rappelle, consultant Sud Radio, avec Adrien Abadi aussi, qui est arrivé au bon moment sur Sud Radio. Vous avez bien fait de venir nous voir. Bon, je vous rappelle d'ailleurs, pour tous ceux qui sont déjà en train de ronger leur frein avant le début de la Coupe du Monde, sudradio.fr, des podcasts exceptionnels au cœur des All Blacks avec Andrew Mertens que vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver aussi 15 de France, la quête ultime avec Daniel Herrero, Philippe Spanghero. Bref, on a tout ce qu'il faut pour patienter en attendant que ça arrive et surtout qu'elle arrive, puisqu'il n'y a que ça qu'on attend. Allez, restez avec nous, les vraies voix. On se retrouve dans un instant, tous les soirs, après le sport, le réconfort. Quelques conseils de sortie, c'est pour vous, c'est dans un instant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Dernière ligne droite pour de vrai cette fois-ci, dernière ligne droite des vraies voix avec Jean-Luc Benamias, Philippe Bouriaki et Bruno Pomar. Tous les soirs, on vous propose un conseil de sortie. Et ce soir, on a choisi quelque chose de particulièrement bucolique. Alors, c'est pas chez Jacqueline, dans le golfe du Morbihan, mais vous allez voir, c'est pas mal parce qu'on va regarder des menhirs sous la lumière rasante du crépuscule, à la Vézière. C'est magnifique et on est avec Mariette Émile. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes guide conférencière. On est dans les Cévennes, c'est ça ? Alors on est dans les Cévennes et en fait on est dans le nord des Cévennes, sur le flanc du Mont Lozère, le flanc sud du Mont Lozère, dans un espace en haute altitude à 1200 mètres, avec des grandes crêtes dénudées et puis des herbes jaunes, oranges, vertes sous le soleil, et puis des menhirs un peu partout sur ces crêtes. Ah bah c'est un coin béni des dieux, ce que vous avez l'air de me décrire. Et en plus, on les observe à la lumière rasante. D'abord, les menhirs. Bon, je savais qu'il y en avait à Carnac, mais il y en a aussi au nord des Cévennes. Alors en fait, les menhirs, il y en a dans toute l'Europe, je dirais même que dans tout le monde. C'est lié à la révolution néolithique, à l'invention de l'agriculture. Et à ce moment-là, les hommes partout dans le monde se sont mis à dresser des pierres qu'on appelle des menhirs et qui restent assez énigmatiques. Oui, très énigmatique. Alors ce que vous nous proposez, vous qui êtes guide conférencière, vous allez essayer de me décrire le plus visuellement possible, moi qui suis à la radio et qui n'ai pas d'image pour le montrer. Je veux avoir l'impression de voir ce que vous allez montrer ce soir, ma chère Mariette-Émile. Ça va ressembler à quoi la visite ? Alors la visite, on descend doucement sur les crêtes du Mont Lozère et petit à petit on va découvrir des menhirs de plus en plus gros et on finit la balade en haut d'une crête avec un menhir qui fait presque 7 mètres de haut. Qui en faisait 10 à l'origine parce qu'il est enfoncé d'un tiers de sa hauteur dans le sol. Et en fait, ces menhirs-là, ça n'a rien à voir avec Carnac, par exemple. Il y a 150 menhirs sur la Chambre des Bondons, donc c'est quand même une très grosse concentration de menhirs. Mais ils sont très dispersés, ils sont sur les crêtes, un peu comme s'ils marquaient chaque crête a ses menhirs qui marquent le paysage. Et ils sont alignés comme ça sur ces crêtes. C'est vraiment très beau parce qu'en fait, le paysage s'étend à perte de vue. Et c'est un paysage qui est à la fois terrestre et puis céleste, parce qu'on finit la visite la nuit tombée. Et le ciel étoilé dans les Cévennes, il y a très peu de lumière parasite. Et donc, du coup, on a un ciel étoilé qui est absolument splendide et les menhirs en dessous. Voilà, c'est vraiment un très bel endroit. Ouais, ça, il y a une semaine, pendant les nuits des étoiles, ça devait être encore plus exceptionnel, j'imagine. Puis le coucher du soleil, enfin, cet orange-rouge, ça doit être formidable. Qui a envie de descendre, tiens, Bruno ? Non, plus ces endroits qui sont beaux, c'est sûr. Mais on n'a aucune origine, on ne sait pas exactement ce que c'est, comment on explique la présence. Alors, la signification des menhirs, elle reste assez énigmatique, entre autres parce qu'il y a peut-être plusieurs significations sur les différents menhirs qu'on peut trouver dans toute l'Europe ou dans le monde entier. On n'est pas certain que les menhirs de Carnac, par exemple, veuillent dire la même chose que les menhirs de la Chambre des Bondons ou que les menhirs qui sont autour de chez vous, parce qu'il y en a partout des menhirs, en fait. Par contre, ce qu'on connaît bien maintenant, c'est ces communautés humaines, ces communautés du néolithique, le nouvel âge de pierre, qui sont ceux qui ont inventé l'agriculture et qui petit à petit se sont mis à défricher les forêts, à domestiquer le vivant, à élever les animaux, à sélectionner les animaux, les plantes. Alors eux, on les connaît par les menhirs, on les connaît par les dolmens qui sont des tombes, et puis on les connaît par leurs poubelles. Donc ils jetaient pas grand-chose. Ce qu'ils jettent, c'est ce qui est cassé, qui peut pas être réparé, c'est-à-dire les poteries. Donc on connaît en fait ces communautés par des poteries. C'est ça. Ce qui explique justement comment on arrive à les recouper. C'est fabuleux. En tout cas, vous nous donnez envie d'y aller. Alors, dernières infos pratiques pour ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Vous êtes donc dans les Cévennes, c'est ça ? Comment on fait pour se renseigner et puis pour avoir accès à ce que vous proposez et pour s'inscrire ? Alors, soit on me contacte directement ou par mon site internet qui s'appelle visite-cévennes.com, soit par les offices de tourisme des alentours qui proposent tous cette visite-là et puis d'autres visites après pour découvrir ce merveilleux pays que sont les Cévennes. Surtout en septembre, là, il y a des très belles couleurs. Là, on y arrive là, au mois de septembre, on est presque, le mois d'août est terminé là. Et puis alors ces visites crépusculaires, je les organise seulement en été et au mois de septembre parce qu'après c'est un endroit qui est très froid en hiver, il y a de la neige, du vent. Donc en hiver, c'est pas un endroit propice à la balade. Voilà. Ça paraît logique, donc c'est les meilleurs moments. Mais merci pour votre enthousiasme en tout cas, Mariette-Émile. Rappelez votre site, c'est important. Visite. Alors, c'est www.visite-cévennes.com. Et les Cévennes sont magnifiques. C'est pas sur Sud Radio qu'on vous dira le contraire. Ça, c'est évident. En plus, on se ferait engueuler par Jean-Jacques Bourdin. Et il aurait raison. Allez, merci à vous. En tout merci beaucoup. Mariette, merci, bonne soirée. Au revoir. Et belle soirée, belle visite nocturne et poétique. C'est la fin des Vraies Voix. Merci Bruno Pomar. Avec grand plaisir. À la prochaine. Avec grand plaisir. Bon, bah écoutez, avec plaisir. Je rappelle que vous êtes le maire de Belleflou, dans l'Aude. Merci à vous également, Philippe Bouriaki. Merci, Sud Radio. Co-porte-parole écologie au centre. Et merci à Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme. On embrasse Jacqueline, qui est retournée justement prendre l'apéro avec modération dans le golfe du Morbihan. Et elle a raison, on ne dira pas le contraire non plus. La suite de votre soirée, c'est sympa aussi, direction le Pays Basque, à Hérisari, avec les routes de l'été. Gérard Klein, Antoine Mazer qui vous emmène à votre rencontre dans le sud, sur Sud Radio, juste après les infos de 19h.